Bonjour Jean-Pierre Marguerite. Bonjour Ferdinand, on se connaît déjà. Oui, alors, je viens aujourd'hui pour t'interviewer parce que tu es un ostéopathe d'expérience et je pense que c'est important d'écouter les gens qui ont pratiqué l'ostéopathie, cet art manuel, pendant longtemps, qui ont vu beaucoup de patients, qui ont développé des modèles théoriques, des modèles techniques, des modèles de pratique pour soigner les gens. Et je pense que c'est toujours une bonne chose de connaître plein de petits modèles, d'approches différentes et compréhension de la santé pour pouvoir avoir la vision la plus globale possible. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est sur Internet, quand j'étais en troisième année, donc ça fait presque 10 ans, hein, je dirais. Et en fait, c'était sur YouTube. Tu étais un des ostéopathes qui était présent déjà sur YouTube. Tu avais fait une vidéo où tu te filmais en faisant une consultation complète avec l'anamnèse, les techniques, les tests, etc., sur une personne qui avait des lombalgies chroniques, justement. Et j'avais trouvé vraiment ton approche qui s'intéressait aux muscles, à la nutrition, beaucoup à l'anamnèse aussi. J'avais trouvé ton approche très cohérente, très logique, très intéressante et finalement assez scientifique, en plus de faire de la thérapie manuelle. Et ensuite, je t'ai suivi depuis. Et quand j'ai été diplômé, je suis allé faire une formation avec toi, la deuxième année, il me semble, en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Donc, et j'ai pas été déçu, hein. Donc, tu es quelqu'un qui a fait souvent des conférences gratuites, des vidéos sur YouTube gratuites. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir, on n'est pas surpris quand on vient te voir en formation parce que tu as déjà donné beaucoup, expliqué beaucoup de ta formule. Et en fait, ça permet déjà, donc c'est très gentil parce que c'est pas tous les formateurs en ostéopathie qui sont comme ça. Souvent, c'est un peu secret. On ne sait pas trop quand on va en formation, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Toi, c'est clair et net, c'est écrit sur Internet, sur ton site, c'est écrit, c'est démontré par tes vidéos. Donc, tu dis ce que tu fais, ça c'est vraiment. Et bien sûr, la formation permet d'aller plus loin, de comprendre, de poser des questions. Et c'est vraiment une approche donc le traitement vasculaire ostéopathique, qui est un traitement général du corps. C'est donc un espèce de protocole, même si en réalité tu ne traites pas tout à chaque fois, parce que tu t'adaptes à l'anamnèse du patient ou de la patiente, aux symptômes du patient, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, finalement assez scientifique. Donc, nous allons discuter de ton approche, mais si tu le veux bien, on va commencer par des petites questions personnelles sur ta vie, ton enfance, etc. À toi. Ouais. Alors, que veux-tu savoir? Dans quelle famille je suis né, quelle formation j'ai fait? Oui, alors si tu veux, on commence par ton enfance, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce que tu as fait toi, ensuite quelle école tu as fait, dans quoi tu t'es dirigé dans les études supérieures, on va pas parler des petites études. Hmm. Bon, bah, écoute, mon père était chirurgien ORL, ma mère était architecte, et c'est elle qui a construit la clinique de mon père. Voilà. Et quand mon père avait la clinique, évidemment, il y avait un service de rééducation, puisque moi, j'ai commencé à faire kinésithérapeute avant toute chose. Parce que j'étais sportif, et puis j'avais pas envie de m'embarquer pour 7 8 années de médecine. Et j'ai eu à disposition un service de rééducation dans la clinique, un beau cadeau. Je sais ce que c'est faire de la rééducation, je sais ce que c'est faire de l'argent, mais je n'ai pas trouvé intellectuellement la satisfaction suffisante pour prolonger dans cette voie. Et puis j'avoue que mon père derrière me poussait pour faire médecine. Alors, j'ai commencé la première année de médecine au Saint-Père, j'ai fait la deuxième année au Saint-Père, et puis après je me suis comme un peu intéressé aux médecines alternatives et j'ai continué à Bobigny avec Cornillot. Sauf que entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est que j'étais très mal à l'aise dès qu'on me parlait de sang ou dès que je voyais du sang. À tel point, c'est que je me souviens d'un spectacle où il y avait un steak et la personne coupait le steak comme démonstration, et moi je faisais un symptôme vagal. Et la petite histoire, c'est quoi? C'est que dans notre maison, avant qu'il y ait la clinique, mon père avait un cabinet, et puis il recevait des gamins pour les otites et végétation. Et puis évidemment, moi, gamin, j'entendais les bébés pleurer. Ça m'interpellait. Et comme je suis curieux, je suis allé dans le cabinet, je voyais dans ces poubelles du coton et du sang. J'étais, je pense, traumatisé. Et je n'ai pas continué médecine. Je ne pouvais pas aller dans les salles de dissection au Saint-Père. Je me planquais. C'est grave. Et après, c'était dès qu'on est rentré un peu plus dans la médecine, je ne pouvais pas suivre. Donc j'ai arrêté à cause de ça, aux grandes dames de mon père qui voyait que je continue.
Il dit, mais on continue, tu as fait le plus gros boulot. Ben non, je ne pouvais pas. C'était physique, psychologique plutôt. Voilà, la petite histoire. Et c'est vrai qu'on m'a fait cette remarque et j'y ai pensé parce que je m'occupe aujourd'hui du sang, le traitement vasculaire ostéopathique. Ça, on a l'impression parfois que la vie nous guide, hein. Et tu verras que c'est pas la seule chose parce que je parle aussi beaucoup du foie et j'ai un autre événement aussi qui me rappelle au foie. C'est comme j'étais l'aîné, je ne vais pas raconter toute ma vie d'enfance, mais que j'étais turbulent, j'étais en pension. J'étais l'aîné de 4 frères et sœurs, tous mes frères et sœurs étaient chez moi j'étais en pension, j'étais en prison. Eh bien, le dimanche soir, avant d'aller en pension, je piquais des tablettes de chocolat Milka et des petits lus. Et puis, au bout de 2, 3 ans, crise d'acétone aiguë. Hop, rapatrié, somnambule et dortoir, etc. Donc, le foie et le sang m'ébrunnissent aujourd'hui sur le TVO. Voilà. Bon, ça, c'est. Voilà. Alors, après, ben, après médecine, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai été interpellé par tout ce qui était médecine naturelle. Et grâce à mon épouse, elle m'a dit, tiens, il y a une école qui est à côté de chez nous, ils font de l'ostéopathie. Et je me suis inscrit. C'était dans l'Essonne, c'était l'école de Courcouronnes avec Bosetto et Benichou. D'accord. Tu étais kiné, diplômé kiné ou pas? Ah oui, oui. Oui, oui, on est Après, d'accord, ouais. ah oui, Ouais, ah oui. ouais. Entre-temps, j'ai fait la kiné avant médecine. Voilà, j'ai Oui, été voilà, diplômé ouais. en kiné. Oui, je l'ai fait avant. Mhm. Voilà, et puis ben, je suis parti sur l'ostéopathie. Puis c'est vrai qu'on me parlait beaucoup d'axes et machin. C'était bien, mais ça ne répondait pas tout à fait à mes interrogations. Et puis j'ai eu l'occasion, quand j'étais à Bobigny, de rencontrer un médecin qui s'appelle Christian Charon, qui malheureusement n'est plus là, qui s'occupait du diplôme universitaire de médecine naturelle. Et avec lui, nous avons beaucoup travaillé, il m'a beaucoup appris. Est-ce que nous avons créé le réseau SOS Tabac? C'est-à-dire qu'on a monté un réseau de médecins spécialisés dans le chômage tabagique. On a, on travaillait avec un ISO, c'était un allergène tabac, l'Institut Pasteur qu'on injectait par mésothérapie avec toute une approche naturopathie derrière, qui marchait très bien. Pour la petite histoire, notre aventure a été interrompue parce que je pense qu'on dérangeait un peu les laboratoires pharmaceutiques qui vendaient des patchs. Et à un moment donné, il y a une plainte qui a été déposée contre nous parce qu'en soi-disant, on faisait de la publicité pour les médecins et voulait foutre la TVA sur les cabinets médicaux. On a gagné au Conseil d'État, bon, j'ai dit, on laisse tomber. Après, l'histoire du tabac, c'est encore trop long à vous expliquer, mais sache quand même pour la petite histoire, j'ai contribué à l'éviction de la vignette automobile dans le bureau de tabac. Voilà. Bon. Donc, ma femme avait une agence de communication de marketing, j'étais aussi bien entouré. Ok. Bon. Voilà, bon, ça, on sort de la médecine, donc l'ostéopathie, bien sûr, la naturothérapie, et puis la naturo, bah, tu t'intéresses à la nutrition. Et le président du comité scientifique de SOS Tabac, c'était le professeur Jean-Robert Rapin, pharmacologue, toxicologue, que j'ai rencontré, je ne sais plus comment. Et Jean a créé le premier diplôme universitaire de médecine naturelle à Dijon. Et il m'a appris beaucoup de choses, cet homme-là. J'ai fait avec lui, il a eu le micro. Et il m'a dit 2 choses que j'ai retenues dans ma vie. Tous les médicaments chimiques sont toxiques, alors que lui-même les fabriquait. Et tout se passe au niveau des capillaires sanguins. Et là, ça m'a éveillé mon attention. Et quand j'ai introduit les conseils d'hygiène de vie, notamment alimentation, naturothérapie, et que j'ai vu les conséquences sur l'impact de mes gestes ostéopathiques, j'ai dit, mais il y a des liens. Et ces liens, après, il fallait les répéter. Donc, ce sont mes patients qui ont été mon laboratoire de recherche. Je faisais des choses, je voyais que ça marchait, j'essayais de comprendre pourquoi. J'avais les rouvières d'anatomie de mon père et j'ai construit mon métier comme ça. Donc, ce que je fais, ça n'existe pas. Je l'ai sorti, je ne sais comment, inspiration, intuition, recherche, voilà. Et puis, je n'étais pas non plus voué à la communication, ni à l'information. Alors que j'ai eu l'occasion de traiter un patron d'un groupe de presse, Lafont. Et parce qu'un de ces journalistes m'a dit, mon patron, il est plié en deux, il faut que tu ailles le voir, c'était à Boulogne. J'ai dit, écoute, j'y vais, c'était en plein hiver. On met c'était son manteau sur sa table, de son bureau, et j'y traite son truc. Mais c'est incroyable, ce que vous faites plus de manipulation. Je dis, mais pas du tout. J'ai dit, je travaille autrement. Ah, il faut faire des articles. J'ai du magazine de santé, il faut faire une rubrique tous les 2 mois. J'ai 50 articles que j'écris depuis. Là, il vient de vendre son groupe, mais j'ai plein d'articles. J'avais 2 pages entières dans tous les magazines, très intéressants, tous différents thèmes de santé, que trouvent d'ailleurs ces articles sur le site Europromostéo en libre accès. Mhm. Voilà. Voilà pour comment ça s'est fait, hein.
Ouais. Tu as Et fait le DU de naturothérapie. Et est-ce que tu as fait de la non, naturopathie ou pas? c'est la naturothérapie. J'ai appris la naturo aux côtés de Christian Charon, qui s'occupait du DU de naturothérapie, qui était à Bobigny, qui était accessible qu'aux médecins. Par D'accord. contre, j'ai travaillé avec lui. Et j'ai fait de la naturopathie, qui est réservée à tout le monde, Ouais. avec, comment il s'appelait, c'était, zut, le nom m'échappe, euh, Robert Masson. D'accord. Voilà, Ok. avec Robert Masson. Donc, voilà, j'ai fait un peu tout. Et puis, tu sais, quand tu as beaucoup d'informations qui t'arrivent, ben, ton cerveau les bouline, tu essaies de découvrir des choses. Et puis après, je me suis posé la question, bon, le sang est fondamental. Quand il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Et tous les échanges au niveau de la cellule se situent au niveau des capillaires sanguins. Et là, je rejoins tout à fait l'approche, non seulement de Jean-Robert, mais celle de tous les professeurs de médecine russe qui mettent un accent sur la circulation capillaire. Salmanov notamment. Mhm. Salmanov, tu te souviens, il a extrait à partir du mélèze, qui est un bois de Sibérie qui résiste au froid, un produit qui s'appelle Capilla, qui aurait apparemment, et je crois que c'est une réalité, la capacité de dilater les capillaires sanguins. Ouais. Voilà. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça Donc, qu'ils sont venus me chercher. ouais, ouais, ouais. Et Voilà. je pense que c'est finalement de tout ça où tu as pu vraiment t'intéresser au système digestif viscéral et les toxines, les toxiques. C'est sûr que là, ça t'a fait entrer dedans. Il y avait, à partir du moment où j'ai compris, dans Madame Lège, j'ai intégré le mode de vie, et notamment l'alimentation, j'ai pu établir des corrélations directes entre les pathologies chroniques et les troubles fonctionnels et pathodigestifs. Ça devenait Mhm. une évidence. Après, je ne pouvais pas dissocier mes gestes, que je pourrais t'expliquer pour libérer les compressions artérielles, de l'hygiène alimentaire et des troubles fonctionnels digestifs. Donc, dans toutes mes consultations, j'interroge sur le mode d'alimentation et je corrige les erreurs. Sinon, ça ne tient pas, mes petits gestes. Nous ne sommes pas des guérisseurs, nous sommes des accélérateurs de guérison. On ouvre les vannes, on remet la machine en route, mais si le patient ne change pas son mode de vie, c'est même pas la peine. On n'avance pas. C'est le problème du chronique. Mhm. Et c'est ce qui coûte le plus cher au système de santé. Et c'est 80% des gens qui souffrent, qui ne sont pas malades, qui consultent un médecin généraliste. Bien sûr. Donc le marché est large pour les ostéopathies. Hein. Ouais. Voilà. Et toi, alors tu as cité pas mal de personnes qui t'ont aidé, qui t'ont formé à te créer ta méthode. En ostéopathie, tu as vu quels sont les ostéopathes qui t'ont inspiré peut-être? Alors, je suis prétentieux, mais aucun, parce que je ne suis pas allé chercher ailleurs. J'ai travaillé tout seul, je ne suis pas allé chercher ailleurs ce qu'ils font, ce qu'ils... Voilà, j'ai fait Ok. aucune formation, je me suis formé tout seul, voilà, Mm. selon mon inspiration. Voilà. Alors, il y a sûrement, on m'a parlé de Barral qui faisait du viscéral, je ne sais pas ce qu'il fait. Là, on vient de me parler de Fraval, qui est un Australien qui s'intéresse à l'artère. Et donc, j'ai un très bon ami belge, qui est le seul à avoir fait une conférence aux États-Unis, qui est Daniel Rotzman, je peux le citer, il ne m'en voudra pas, qui a fait la formation de Fraval et qui a fait ma formation en 2014. Il est revenu en 2023 et il me dit ce que tu as fait, ça a complètement changé. Et j'ai dit, mais Fraval a sorti un bouquin. Oui, mais j'ai fait sa formation. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Il m'a dit une chose, fais attention à la queue de la comète. C'est Ça clair. veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as quelque chose qui intéresse du monde, fais attention à ceux qui te suivent, qui sont là pour récupérer ton savoir-faire. Bon, il faut être prudent, parce que si tu as un savoir-faire qui est mal reproduit ou bafoué, bah, ça dévalue complètement le travail que tu as réalisé. Donc ma prudence aujourd'hui, mon intérêt, ma mission, c'est la transmission. Je regarde toujours une petite consultation parce que je ne peux pas m'en séparer, ça fait partie de mon équilibre. Mais c'est d'organiser la transmission et surtout de veiller à ceux à qui j'ai transmis le reproduisent bien. Et là, c'est un autre volet de mon travail. Bien sûr. Ça, je ne Et parle pas des images politiques parce que c'est autre chose, c'est aussi un côté. Parce que je mhm. pense qu'on a besoin aujourd'hui d'un cadre. Et je ne suis pas certain que les organismes dits représentatifs y parviennent, vu comment dire, le manque d'écoute des personnes qui nous dirigent depuis des années. Voilà. Il y a peut-être d'autres moyens. On fondait ça, chacun essaye de son côté. Mais ce qui est malheureux, c'est tous les groupements des organismes professionnels. J'ai participé à des réunions, j'étais membre de la commission AFNOR,
Il y a une tentative de réunir tout le monde. Et puis à un moment donné, j'aurais dit, écoutez, moi je suis tout à fait partant de vous apporter ce que je fais, mon réseau relationnel, mais je souhaiterais avant que chacun écrive une lettre d'intention. J'ai été le seul à l'écrire. Je dis, ben, vous ferez sans moi. C'est tout. Je n'en dis pas plus. Ouais. Non, mais écoute, ouais, c'est sûr qu'il faut qu'on s'entende vers quoi est-ce qu'on va amener l'ostéopathie, parce que sinon on peut parler, parler, mais on ne sait pas vers quoi on va, hein. Et il faut déjà une structure représentative officielle nationale. Hein, il n'y a pas une instance qui regroupe tous les ostéopathes. Maintenant, il y a des médecins, il y a des kinés ostéos. On ne va pas entrer dans la guerre politique, hein, c'est notre histoire. Ce n'est pas Mhm. l'objet de notre interview, mais c'est aussi quelque chose d'important pour la sauvegarde de la profession, pour la protection de la profession et pour éviter les dérives. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de code déontologie, on n'a pas de contrôle d'information continue obligatoire. Et le problème de la code, c'est que certains ostéopathes font n'importe quoi. Il y a pas, ils sont à règle sous la loi du commerce. Comment dire, la pléthore, les installations clandestines, les installations à proximité immédiate, mais ça fleurit. Il y en a déjà beaucoup, ils n'ont qu'un respect de leurs confrères. Je ne parle pas des outils de communication utilisés, mais c'est comme ça. Bon, Oui, on il y a clôt le des débat choses parce à. que je ne vais pas être très gentil là-dessus. Mais c'est vrai qu'il J'ai il y a 73 ans maintenant, hein, j'ai plus rien à gagner. J'ai très bien gagné ma vie avec mon métier, il m'a enrichi sur tous les plans. Maintenant, je suis dans un autre volet de ma vie qui est aussi passionnante. bien sûr. Voilà. Et alors, revenons donc. Le rôle du foie, du système digestif, toi, tu l'as remarqué comment? C'est-à-dire, c'était vraiment en discutant avec les gens, tu voyais qu'ils avaient à la fois des problèmes digestifs et à la fois des douleurs chroniques articulaires, c'est ça? C'est comme ça que tu as fait le lien? Ben déjà, le lien, il est vasculaire. Quand un couple foie-diaphragme qui n'est pas dans un fonctionnement correct, tu as une compression de l'aorte thoracique et de l'aorte abdominale. Ce sont déjà les gros troncs. Donc, comment veux-tu amener du sang sur le creux poplité qui est douloureux, alors que les gros troncs sont bloqués déjà à la sortie même du cœur? Et ensuite, entre le cœur et les hanches, pour aller jusqu'au genou, il y a la sphère digestive. Et la proportion d'organes par rapport au muscle est beaucoup plus faible. Donc, il y a beaucoup plus de risque de compression dans la sphère abdominale que dans une jambe où il y a plein de muscles. Sachant que 80% de la circulation du sang, ce sont les muscles. Mais 80% du volume du sang, c'est dans les capillaires. Tu vois la proportion? Ouais. Donc, il faut suffisamment de pression dans les gros troncs pour que 25% des capillaires du corps humain soient vascularisés pour répondre aux besoins énergétiques de chaque cellule. Mm. Ce n'est pas le cœur qui envoie du sang aux organes. Le sang envoie du sang jusqu'à la barrière des capillaires. Et là, le sang, il attend simplement que les organes ou les sphincters pour que le sang jaillisse dans le liquide interstitiel et gagne la cellule. Et c'est là la maladie. C'est la perméabilité de la membrane basale des capillaires. Et le cancer, c'est au niveau des capillaires, l'hypoxie, l'oxydose, l'oxydation qui attaque la membrane basale du capillaire, comme la rouille sur le métal, l'acidose qui va créer l'inflammation et diminuer le calibre des capillaires. Et si ça ne choque pas, il n'y a pas d'oxygène. Et l'hypoxie, c'est la mort de la cellule. La clé, elle est là, la santé, elle est là. Et quand il y a une mauvaise combustion, il y a des déchets dans le liquide interstitiel, dans le liquide extracellulaire. Et ça passe dans la lymphe. Mais quand la lymphe sature et il y a trop de métabolites protidiques dans le liquide interstitiel, c'est l'inflammation. La clé, elle est là. Tous les processus inflammatoires sont levés en apportant du dioxygène, donc l'artère. On me dit oui, mais les veines. Ben, les veines, elles sont satellites de l'artère, sauf au niveau du couple foie-diaphragme, où tu as l'aorte abdominale et les veines caves. D'où l'importance du couple foie-diaphragme. Voilà. Et le foie, c'est un organe qui souffre en silence. Donc, le seul moyen d'apprécier s'il fonctionne mal, c'est mettre la main dessus. Ou c'est une éponge, ou c'est de la pâte à modeler. Et quand c'est trop dur, c'est le début de la stéatose, la fibrose, la cirrhose, etc. Bien Et sûr. pour que le foie élimine, pardon, Vas-y, vas-y. et pour que le foie élimine les toxiques, il faut que les toxiques soient lipophiles, doivent dire hydrophiles. Et cette transformation ne peut pas se faire s'il y a de l'oxydation. Donc, si le foie n'a pas fabriqué suffisamment d'antioxydants, donc on tourne en rond. Mm.
C'est vrai que c'est dans ta formation que j'avais appris que le plus puissant antioxydant de la nature, c'était le glutathion qui était créé par Ah, par le oui, foie. Et c'était pas finalement les myrtilles, les fruits rouges, où ils sont riches ouais, en ce antioxydants. sont C'est des intéressant. éléments antioxydants, mais c'est le glutathion qui est fabriqué du soufre et trois acides aminés. Mhm. Et c'est aussi le foie qui fabrique de l'acide. 80 la plus grosse proportion de l'acidose est générée par la transformation des sucres en graisse dans le foie. Plus les acides fixes émis par les reins, les acides volatiles par les poumons. Et la Covid, la phase pulmonaire de Covid, ce sont les gens qui avaient un problème métabolique au niveau du foie. Donc le foie n'a pas supporté cette agression du virus et s'est manifesté par un dysfonctionnement qui peut certainement générer une surproduction d'acides volatiles. Mhm. Bien sûr, bah, de toute façon, on a vu que les patients qui mouraient du Covid, c'était soit les personnes très âgées, au-dessus de 80 ans, donc parce qu'on sait qu'à un certain âge, l'immunité diminue. Les deuxièmes, c'était les personnes qui avaient des maladies type cancer, lymphome, etc. Donc, qui étaient une immunité, ils n'avaient plus de système immunitaire. Ceux-là mouraient du Covid, évidemment. Et puis les troisièmes, le troisième grand groupe, c'était, comme tu dis, les gens qui ont des atteintes, des problèmes, des maladies métaboliques, dont l'obésité. C'était les trois types de population Eh qui oui, mouraient du Covid. Et donc, effectivement, on sait qu'en Amérique, par exemple, il y a une épidémie d'obésité, mais en parallèle, il y a une atteinte du foie qui est le NASH, la maladie du soda, la stéatose, le foie gras, et qui en fait, le foie passe ensuite se remplit de gras et ensuite devient cicatriciel, c'est la fameuse cirrhose. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est à cause du sucre. Donc moi, pendant longtemps, je pensais que c'était le foie, c'était le gras qui allait se figer autour des organes et qui faisait le foie gras. Mais en réalité, non, pour les humains, en tout cas, peut-être pour les oies, je ne sais pas, mais c'est en mangeant trop de sucre que le foie et le pancréas, en travaillant ensemble, vont ensuite transformer l'excès de sucre qu'on ne dépense pas en pensant ou en marchant, en bougeant, il le transforme en adipocytes, donc en cellules adipeuses qui vont se mettre donc, dans les joues, dans la peau, mais malheureusement, il y a une graisse qui est dangereuse, c'est la graisse entre les viscères, justement, et donc dont la stéatose. c'est le syndrome abdominal. Et ça, par contre, c'est l'intestin grêle, c'est plus le foie. Mhm. Voilà. Ben, ça fait les deux, Mais hein. tu sais, il y a un exemple très simple. La graisse protège. Le sucre, c'est l'énergie. Mais quand il y a une surcharge de sucre, il se transforme en graisse. Et là, il y a une surcharge de graisse, mais surtout, il y a de l'acidose qui s'installe. Mhm. Et quand le foie augmente de volume, ben, la veine cave, elle est comprimée, puisqu'elle est enclavée derrière le foie. Et le diaphragme, il manque d'amplitude. Donc, il manque d'amplitude, qu'est-ce qu'on fait? On active les scalènes, qui compriment les sous-clavières. Donc, il y a des branches qui vascularisent le diaphragme. Et ces mêmes sous-clavières donnent une branche qui va sur la thyroïde, qui régule le métabolisme des sucres et des graisses. C'est ça l'approche systémique du corps humain. Et c'est cette approche que nous, ostéopathes, nous devons posséder pour bien comprendre comment ça marche et bien soigner nos patients. Et il n'y a que le Bien sûr. vasculaire qui crée le lien. Et c'est vrai que en fait, comme tu disais, le foie qui ne s'exprime pas en termes de symptômes, le patient ne va pas se rendre compte qu'il a un problème de foie. La plupart du temps, à part peut-être le dégoût des graisses, les choses comme ça. Donc, on peut le trouver par bilan sanguin, les problématiques de foie, donc un excès de certains types de triglycérides, les choses comme ça. Et sinon, c'est rigolo que tu dises que toi, c'est en palpant. Et en fait, c'est ce qui est fait depuis Galien, donc depuis avant même plus de 2000 ans. C'est comme ça qu'on on trouvait les foies, hein, en Les appuyant et en Étrusques, cherchant. les Étrusques faisaient ça à l'époque. Et la palpation est subtile parce que tu fais une échographie, tu ne verras pas. Tu verras la stéatose, mais il y a un stade intermédiaire entre le bon fonctionnement et la stéatose dans lequel tu n'as pas de contrôle. Il n'y a que la palpation. Alors c'est vrai, quand tu touches un foie et qu'il est sensible, alors tu viens de dire à ton patient qu'il n'a pas de fibre nerveuse sensitive, il ne comprend pas. Mais il faut bien lui expliquer qu'il y a une capsule qui l'entoure, qui elle est innervée. Et quand la pression sur le foie offre une résistance, cette résistance se projette sur la capsule, qui elle est accrochée sur un ligament qui est sur le diaphragme. Et le diaphragme tire sur la côte, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Mais il va décoapter les artères costo-vertébrales dorsales, d'où partent les ganglions neurovégétatifs qui commandent cet organe. Parce qu'un organe, c'est comme une voiture, il faut de l'essence et une batterie. L'essence, c'est le sang, la batterie, c'est le système nerveux.
Et donc, des méthodes de soins que j'ai mises en place au niveau musculaire et viscéral, elles jaillissent simultanément en envoyant une information neurovégétative et en dégageant l'artère. Et je contrôle les corrections par l'onde de pouls. Tu as un tuyau qui a un pied dessus, moi je pousse le pied. En amont, en aval, j'ai le pouls. Quand il y a une synchronisation des pouls, c'est que ça circule. C'est très Ah, simple. La méthode est très simple, pas fatigante et très rapide. bien sûr. Ouais. Et tu sais tu parlais de l'échographie qui ne voyait pas justement hors un stade avancé de pathologie du foie. L'échographie peut bien évidemment voir le changement à l'image en fait dans la structure du foie, mais il y a aussi un autre, il me semble, c'est l'élastographie. Tu connais? L'élastométrie. Qui permet en fait L'élastométrie, de... c'est autre chose. C'est un peu comme le truc, mais c'est plus fin. En fait, moi, je les ai contactés quand on a voulu faire l'étude avec Philippe Blanche-Maison. Et ce sont des gens qui travaillent sur les conséquences des accidents de la voie publique chez les automobilistes. Donc, l'impact sur les organes. Et là, ils font l'élastométrie. Je pense que cet appareil est plus fin, mais la finesse extrême est dans nos doigts, dans la pulpe de nos doigts. C'est là. Mm, Nos mains sont des outils de diagnostic exceptionnels. La densité, la mobilité, le ressenti, le pouls, tout est là. Et ces mains doivent s'exercer. Mais pour s'exercer, il faut les rendre intelligentes. Il faut comprendre ce qu'il y a dessous, comment ça se passe. Quels sont les liens entre une épaule et un côlon, entre un estomac et une deuxième cervicale. Mais l'expliquer scientifiquement, de façon rationnelle. Sinon, la médecine, elle ne comprend pas. mm. Donc, ce que j'enseigne en toute modestie, c'était présenté au congrès des médecins ostéopathes fin janvier de cette année, avec un grand succès. C'est une soixantaine, il faut que j'organise une formation pour une trentaine. Bon, ben, je le fais qu'un rhumato-ostéopathe, qui est dû 3, 4, 5 fois ma formation, qui est génial. Il s'est complètement ouvert, il m'a dit, c'est incroyable ce que je peux faire, même sur des extracysts auriculaires, sur des arythmies. Alors, il s'en surprend lui-même. Et j'ai été le premier surpris de voir ça. Et puis après, bah, tu t'y habitues. Hein. Et je peux surprendre. Ça fait partie du quotidien, mais c'est plaisant. Bien sûr. Je me suis trompé. C'était pas l'élastographie, en fait, c'est le fibroscan, l'appareil Ah, qui. Fibroscan, c'est pas pareil. Ouais, Fibroscan, c'est mais l'appareil classique des médecins pour mesurer la statose. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai exactement. qu'elle l'apprécie à un stade avancé. Ouais, mais c'est vrai que on voit donc que c'est vrai, enfin, ce que tu dis, la densité du foie va augmenter plus il y aura de pathologie du foie. Donc, cirrhose, stade max, stéatose, stade moyen, et ensuite en dessous. Et donc, c'est fou que finalement, la palpation et la densité, c'est quelque chose qui intéresse les ostéopathes depuis longtemps. On cherche la densité des vertèbres, la densité des muscles, la densité des organes. Et bien, en fait, c'est la médecine, pendant longtemps, restait sur le sanguin, sur le chimie. Et de plus en plus, on rentre finalement dans le mécanique, dans la densité. Donc, c'est quand même assez intéressant, quoi. Tu as un Et patient qui va avoir des phosphates alcalines, de cholestérol, des gamma-GT. Tu vas pas forcément, le médecin ne va pas recevoir quoi que ce soit au niveau de la structure de son foie. Et pourtant, il fonctionne mal. Le cholestérol, à 80%, c'est le foie. L'alimentation, c'est 20%. hmm, Donc voilà. Mais ceci étant, tu faisais le parallèle entre le sucre et le gras. Moi, je dis à mes patients, vous savez, mettez du beurre au soleil, ils font tout seuls. Mettez du caramel, mettez du sucre, il va faire du caramel. Quand le caramel se met dans les artères, on coupe les jambes, pas quand il y a du gras. Et ouais, si les gras bouchent les tuyaux, c'est pas forcément parce que le gras circule, c'est parce que les tuyaux sont rétrécis et que le flux n'est plus laminaire. Et pourquoi les tuyaux sont rétrécis? Parce que l'intima, les vasorobes qui vascularisent l'intima sont dans un milieu acide et leur calibre est diminué. Si l'artère avait la souplesse, la graisse elle passerait et la circulation ne serait pas laminaire, elle serait pas laminaire, elle devient turbulente. Et comme elle est turbulente, elle irrite la paroi de l'intima, elle favorise les dépôts. Donc le cholestérol n'est pas un problème. Ce sont les mesures de précaution classiques que tous les médecins prennent quand vous avez un problème vasculaire, des statines. Or, les statines, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent l'absorption de la vitamine D et ils détruisent les antioxydants. Trouvez l'erreur. Voilà. C'est intéressant que tu dis que tu parles aussi, c'est vrai que les capillaires, les artères, en fait, dans la maladie de l'hypertension artérielle, nous, on va mesurer pour la repérer.
Cliniquement, on mesure la pression du sang. OK. Mais en réalité, le terme de la maladie, c'est l'hypertension artérielle. Donc tu as raison, là encore, on a parlé de densité du foie, mais on peut parler de tension et de dureté de- de ce que tu dis, l'intima, c'est l'adventice des artères. voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que si c'est trop dilaté, on a une hypotension. Si c'est trop serré, on y perd. C'est le Mhm. delta qui est important. Donc, la qualité, quand il y a des anévrismes, c'est pas par hasard, hein. C'est une compression à un moment donné, ça fait une ampoule au-dessus, hein. Ben, on peut éviter des opérations pour des anévrismes aortiques. À un certain stade, bien entendu, avec toutes les mesures qu'on doit prendre. Alors, on me dit, oui, mais quand tu touches les artères, il n'y a pas des risques. Si, mais j'ai dit déjà, quand les patients me le voient, ils ont déjà fait le tour de la planète, parce qu'ils ne savent plus où aller. Donc, ils sont déjà sous médoc s'il y a quoi que ce soit, hein. Et puis, le mouvement que le patient fait tous les jours, au quotidien, mais il fait plus de mouvements que moi et puis de petites mains. Je tape pas comme une brute dans le corps, j'accompagne les tissus. Et en plus, ce ne sont même pas mes mains qui travaillent. Mes mains ne sont que des effecteurs. Ce qui fait le mouvement de mes mains, ce sont mes épaules. Quand vous avez un bras de levier, vous pouvez avoir de façon très subtile un mouvement très fin. Si vous avez les bras en suspension sans fulcrum, vous ne pouvez pas avoir cette finesse. Et vous ne pouvez pas sentir le pouls. Donc tout là, en fait, ce que j'ai l'impression, je fais du tai chi. Et ce mouvement, c'est quoi? C'est la MISCAT. Donc plus je soigne, mieux je soigne mes patients, mieux je le soigne. Parce que ce mouvement de nez, je me le renvoie. Voilà. Ouais, C'est un super. beau métier, hein. Oui, oui, clairement. Bah, c'est un métier qui est quand même physique, intellectuel à la fois. C'est difficile de faire autant de choses et aussi relationnel. Parce qu'on écoute des gens. Bon, des fois, c'est des histoires, ce sont des histoires compliquées, mais des fois, on peut rire, on peut pleurer, pourquoi pas. Et donc, finalement, on a toutes les stades des émotions, des histoires familiales, etc. On voit le grand-père, la grand-mère, la tante. C'est très intéressant ce métier, c'est sûr, hein. Ben, la formation que j'ai faite à Nice aux Italiens en traduction le week-end dernier, il y a une Italienne qui s'est mise à pleurer parce qu'elle avait des douleurs au niveau des fessiers depuis des années. Mais c'était rien du tout, c'était des compressions des piriformes au niveau de la glutée inférieure. Ça s'est levé tout de suite, elle en pleurait et nous-mêmes, nous avions les larmes aux yeux. Mais le plus, c'est un de nos confrères à Lyon, qui était là d'ailleurs, Alexandre Belloni. Il est venu accroché sur l'épaule d'un autre confrère en marchant. Il s'est dit, écoute, j'ai une sclérose en plaques, je pense que je suis foutu, je vais me retrouver en fauteuil roulant de année. Il était ce week-end, puisqu'il est du côté de Nice, il était à la formation en marchant. L'artère Adamkiewicz, au niveau du dos, suite à un accident, un choc important, elle a été comprimée. Moi, je ne savais pas tout ça. On avait fait de l'analyse très rapidement. Puis à la main, je dis, tiens, il y a un travail au niveau de l'articulation dorso-dorsale, et puis je commence à travailler à mes petites mains. Sur la table, il me dit, voilà, je peux lever ma main, mon bras, ma jambe, pardon. Et il s'est mis à se détendre à la table et à sautiller. Je marche. On en avait les larmes aux yeux. Et Alexandre était là ce week-end. Extraordinaire. On ne fait pas des miracles, c'est du bon sens. On a juste simplement levé une petite artère qui amène du sang à la corde antérieure de la moelle épinière. Et on leur donne vie. Alors on n'est pas encore à racoler les nerfs, bien que Jean-Robert Mathieu, Jean-Robert Rapin, dont je te parlais tout à l'heure, m'a dit un jour, qui était pharmacotoxico, un jour on arrivera peut-être à recoller les nerfs avec de la chaleur, comme en dessous d'un tuyau. À voir. À voir. Je répète ce qu'il m'a dit. Il n'est plus Ouais, là, ouais. Jean. Christian n'est plus là. Robert Masson n'est plus là. Tous les gars qui m'ont donné un petit quelque chose, qui m'ont perdu construire mon métier, ils sont absents. Donc j'ai ça sur mes épaules et à transmettre. Voilà. Bien sûr. Ouais. C'est passionnant. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Je vais revenir sur un terme que tu avais dit, là, le sucre, ça fait du caramel. Le beurre, ça fond, le sucre, ça fait du caramel, c'est très Ben oui, intéressant. c'est logique. Et en fait, c'est vrai que dans le diabète, en fait, c'est une maladie du sucre, un excès de sucre dans le sang. Ça, on dit que leur sang, il est plus épais, il s'écoule plus lentement, il me semble. Et en fait, ce qui est touché, c'est chez eux, hein, euh, c'est qu'ils ont la superficie, non, la périphérie, pardon, les pieds, les mains. Et en fait, ce qui est atteint, c'est la microcirculation capillaire de la périphérie, parce que c'est là où les vaisseaux sont, ce que tu disais, les plus petits. Il n'y a plus de gros troncs artériels qui ont des parois épaisses, etc., enfin des volumes, des diamètres épais, pardon. Et en fait, l'atteinte du diabète, c'est vasculaire. Et dans un second temps,
En fait, c'est neurologique. C'est-à-dire, c'est une neuropathie, c'est-à-dire le sang qui ne coule plus, les nerfs meurent. Et donc, en fait, le problème des diabétiques, c'est qu'ils ne sentent plus, ils n'ont plus de sensations. Donc, on pourrait dire que c'est une pathologie neurologique, mais en réalité, non. La cause D'origine est primaire, vasculaire. c'est le vasculaire. Et à la fin, ils sentent plus. Donc, malheureusement, ils ont des gangrènes, des nécroses, on les ampute. C'est le plus grand taux d'amputation actuel. C'est en fait, c'est les pieds des diabétiques, parce qu'ils ne le sentent pas. Et donc, c'est là encore, on retourne sur la qualité du sang, le métabolique et sur le vasculaire qui va ensuite gêner le nerf, la douleur et la mort, quoi, enfin, au C'est ce stade que je final par la dis. suite. C'est ce que je dis en formation. Je pense réellement que le vasculaire préside le neurologique. Mm. Ben, écoute, si tu veux, moi j'ai fait une formation en neurologie avec Laurent Fabre, qui est une pointure pour l'examen clinique neurologique. Et en fait, ce qui est admis actuellement, c'est que parfois il y a des pathologies systémiques. Donc là, l'origine n'est pas forcément vasculaire, mais en tout cas pour une sciatique, pour les choses comme ça, la plupart du temps, ce sont soit des étirements, soit des compressions prolongées, évidemment, sur des nerfs ou des traumatismes. Mais c'est toujours mécanique finalement et ça va être, enfin, le plus souvent, pardon, mécanique, et ça va être une diminution de la circulation intraneurale à l'intérieur du nerf. Donc, c'est pas les vasorhomes, mais c'est les vasonervoromes cette fois-ci. Donc, c'est Exact. les petits capillaires à l'intérieur des nerfs et on les écrase parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas de résistance. On peut les écraser assez facilement et ce qui va ensuite créer la problématique de douleur, de perte de sensation, de perte motrice. Et donc là, même finalement, dans l'approche neurologique la plus actuelle, avec le bilan clinique, ce qu'ils pensent, enfin l'hypothèse la plus plausible finalement, c'est une atteinte de compression qui gêne la vascularisation du nerf et le nerf souffre à la fin. C'est assez fou quand Exact. même, hein. Alors, tu me parles de Laurent Fabre. Moi, quand il était étudiant, moi, j'avais un centre de prévention et il faisait ses stages chez moi. Je le payais d'ailleurs, ses stages étudiants. Et il a appris l'anatomie avec les rouvières que je lui ai prêtées, ce sont ceux de mon père. Sympa. C'est Je ne l'ai pas rigolo eu très quoi. très longtemps. Ouais, c'était il y a Ouais, quelques années déjà. Voilà. tout est lié. Oh, bah, écoute, très intéressant. Et je voudrais revenir sur une de tes approches, c'est qu'en fait, ton approche, elle prend de manière très globale le corps. C'est-à-dire que tu vas sur une même zone, tu vas la travailler, par exemple la zone lombaire, tu vas la travailler avec tous les muscles qui s'y attachent. Donc en fait, tu passes du temps et je pense que c'est ça qui est en plus par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont rester une seconde ou faire un crack une technique structurelle qui va durer 3 secondes sur les lombaires et ils se disent mince, ça marche pas. Mais toi, tu prends le temps, tu travailles le psoas des deux côtés, tu travailles les grands dorsaux des deux côtés, les fessiers, etc. Et donc j'ai l'impression que peut-être ton plus aussi, c'est de passer plus de temps, de faire plus attention finalement à la zone du symptôme. Et dernier truc, après tu pourras me dire ce que tu en penses, c'est que toi, tu ne veux pas remettre la vertèbre en place, purement juste t'intéresser à l'os, c'est que tu veux enlever les déséquilibres musculaires de tout le autour de la vertèbre afin qu'elle se rééquilibre. C'est-à-dire que tu t'intéresses à l'environnement de, des tissus ostéo-articulaires, mais pas, tu ne veux pas juste remettre l'os. Et ce qui est, je pense, différent par rapport à certaines autres approches ostéo. Bah, tu m'as dit deux choses. Déjà, tu m'as parlé du temps, ensuite tu m'as parlé de l'os. Quand les patients, tu sais, il y a toute une polémique. Moi, je suis expert à la cour d'appel, je l'ai été du moins, donc je sais ce que c'est. Il y a très peu d'accidents qui sont liés par l'ostéopathie. En général, que c'est le cas, ce sont les médecins. C'est comme ça. Et ce n'est pas une critique pour autant, c'est un constat. Mais l'os, les gens ont quand même un peu peur des manipulations, même si elles sont bien faites. Alors, et quand ils viennent à mon cabinet, on vient voir parce que vous ne faites pas de manipulation. Je dis, j'en ai plus besoin, j'en ai pas besoin. Si l'os n'est pas à sa place, c'est une tension mécanique asymétrique d'un côté et pas de l'autre, à moins que ce soit traumatique. Et encore le traumatisme, il y a une réaction musculaire réactionnelle. Moi, ce que je veux, c'est simplement rétablir les forces qui s'exercent sur le squelette. Et donc, ce sont les muscles. Et pour que le muscle se relâche, ben, il faut qu'il soit vascularisé. Et pour qu'il soit vascularisé, il faut que l'artère qui amène du sang soit libre. Et si je veux traiter une épaule et j'ai une compression des rhomboïdes au niveau du tronc brachiocéphalique et de la sous-clavière, mon épitendinite, elle ne lâchera jamais. Et pour libérer mon rhomboïde et mon tronc brachiocéphalique, il faut que je libère le grand dorsal et mon grand dentelé. Et mon grand dorsal, il va jusqu'à la région lombaire, d'où partent les branches de l'aorte abdominale qui va surveiller le psoas. Donc, je n'aurai jamais non plus une sacroiliaque si je n'ai pas libéré mon grand dorsal.
Et si dans mon anamnèse me dit, je viens de voir pour votre dos, mais j'ai eu un antécédent avec une douleur importante, un traumatisme important de l'épaule, je suis obligé de remonter sur son épaule pour libérer le grand dorsal. C'est une approche on ne peut plus systémique, mais qui n'est pas que sur la structure, qui intègre également l'organique. Et quand on touche à l'organe, on est obligé de toucher le métabolique, parce que le métabolique, c'est l'acidose, c'est l'oxydation. Pas compliqué. Voilà. Donc c'est vraiment une approche très complète. Aujourd'hui, on enseigne les liens entre la structure et l'organique, mais on a oublié le métabolique. Donc le chronique ne peut pas fonctionner avec l'enseignement actuel, puisque c'est lié au mode de vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qui s'y intéressent. Il y a beaucoup plus. Je pense qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui s'y intéressent, puis elles sont intégrées dans leur pratique les conseils d'hygiène alimentaire et notamment la diététique, peut-être pas nutrition, c'est autre chose, mais en tout cas la naturothérapie qui est à mon avis plus logique. Parce que ce n'est pas forcément une carence, c'est la faculté de l'assimilation qui dépend peut-être de mauvaises associations qui créent des fermentations ou une irritation de l'intestin. Et ça, c'est autre chose. Ouais. Tu sais que tu as parlé de la fermentation et il y a une nouvelle théorie sur le NASH, justement sur la maladie du foie gras, Hum, et qui dirait qu'en fait la problématique, il y en a beaucoup aux États-Unis, parce qu'ils ont remplacé dans les sodas le glucose ou le saccharose, le sucre, en fructose, ce qui fait que les gens boivent énormément de soda là-bas, et ce fructose va fermenter dans l'intestin et créer de l'alcool, et donc ça serait finalement les stéatoses pourraient être finalement de l'alcool qu'on se crée à l'intérieur. C'est ce que tu dis, la fermentation des aliments, une les surcharge ballonnements, les de, trucs comme ça. alors une surcharge de fructose, oui, ça peut créer des problèmes. Hein, je peux se dire. Le pamplemousse, en dehors des effets sur le médicament, est beaucoup moins sucré que l'orange. Vous mieux prendre un pamplemousse qu'une orange. C'est clair, les oranges fatiguent le foie, elles ne sont pas conseillées quand les problèmes hépatiques, alors que le pamplemousse l'est s'il n'y a pas de médicament. Comme tu sais, ça livre certaines actions médicamenteuses. Et ceci étant, c'est vrai, les fermentations, c'est autre chose. La fermentation, regarde, aujourd'hui, j'ai une personne en préménopause ou en ménopause qui commence à avoir de l'ostéopénie. La première chose qu'on va lui recommander, c'est de prendre des produits avec un apport calcique. Alors, l'actimel, hein, avec de la casine, les yaourts avec de l'acide lactique avec de la casine, tout va bien, sauf que la casine, elle irrite l'intestin. Et l'intestin, c'est le préfiltre du foie. Et le foie, c'est fabrique la bile qui neutralise l'acidité pour pas qu'elle descende dans le duodénum. Parce que si, quand il y a de l'acide dans le duodénum, le pancréas, il est obligé de fournir plus d'enzymes, ça soit au détriment de l'insuline qui prépare le diabète. C'est cette approche systémique métabolique qu'il faut mettre en place. C'est passionnant parce que quand tu as un ballonnement, alors ta abdominale qui passe dans le duodénum, elle est comprimée. Là, tu as deux iliaques primitives, droite et gauche, qui t'entraînent le ligament de tresse, la rigidité mésentère, le ligament sacro-rétro-pubienne, le ligament sacro-iliaque, et ça ne circule pas dans la jambe. Et tous les problèmes d'arthrose, de douleurs articulaires ou des bandes inférieures, c'est dans le ventre qu'il faut aller chercher. Mais les douleurs de l'épaule également. Et du coup, quand les épaules sont traitées vers le bas, ça monte sur les cervicales. C'est très simple. Donc, il faut rendre nos mains intelligentes, leur apprendre à travailler sur les tissus, à ressentir, et surtout leur donner un guide. Et le guide, quoi? C'est tout simplement l'arborescence artérielle. Je ne vais pas m'occuper d'un genou si j'ai une rotation de la hanche qui est liée à un problème de tension de psoas, qui est liée à une compression du diaphragme et une compression du tronc ciliaque qui va sur le foie, qui crée une molécule de bile qui règle la fonction digestive. L'endométriose, c'est très souvent au niveau du cuxa de Douglas. C'est pas parasite. Et le côlon. Tout s'explique. C'est de l'anatomie topographique, pas descriptive. Et je peux t'en parler pendant 15 heures de tout ça. Mais en fait, C'est c'est pas. vrai que ton approche, je pense que tu dis que ton approche, c'est pour réapprendre euh, l'approche de style. Et je pense que c'est vraiment le cas parce que tu vas de... Après, toi, tu as décidé de commencer au foie et au diaphragme. Mais on pourrait dire de commencer au cœur, finalement, c'est quasiment au même endroit. Et tu vas descendre et tu vas suivre
en travaillant petit à petit manuellement sur tout ce qui peut comprimer les artères. Et c'est finalement ce que font, je pense, c'est pour ça qu'ils te comprennent bien, les médecins vasculaires. C'est comme ça, tout leur raisonnement clinique. Ils vont regarder après une phlébite ou je sais plus, ou un calcul, un caillot, pardon, va bloquer une veine. Ben, eux, ils réfléchissent, ils voient où est le symptôme et ils regardent au-dessus. Où est-ce qu'est le calcul pour aller mettre soit un stent pour ouvrir l'artère, ouvrir la veine, ou alors faire quelque chose pour intervenir et enlever le caillot. Donc, toi, ta méthode, c'est avec de l'ostéopathie, de la thérapie manuelle, c'est exactement la même que l'approche vasculaire des médecins, en fait. Sauf qu'on va traiter les compressions en amont, pas sur le lieu de la compression. Oui, effectivement. Toi, Et toi, alors, tu tu fais vois, tout alors que eux, ils enlèvent le caillot, quoi. absolument. Moi, je vais voir pourquoi il y a le caillou à cet endroit-là. Ouais. Et qu'est-ce qui a favorisé l'installation de ce caillot, tu vois, la turbulence du sang parce qu'elle est comprimée, enfin, tout ça, s'expliquait, les vasovasorums. Tu parlais tout à l'heure du couple foie-diaphragme. Il y en a qui travaillent sur le cœur et d'autres sur le couple foie-diaphragme. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Vaut mieux aller d'abord, pour traiter un cœur, il faut libérer d'abord le couple foie-diaphragme. Si la densité du foie limite l'amplitude diaphragmatique, le diaphragme va se contracter. Donc les ligaments cardio-phréniques, il va être sous tension. Donc mon petit cœur, il va suivre, il va se vriller. Et les coronaires qui envoient du sang, ben, ils vont suivre le même mouvement. Donc la pompe cardiaque va être mal vascularisée. Et on va lui demander un effort supplémentaire pour envoyer ça dans un tuyau qui est compris par le diaphragme. Et le mec, il va faire un infarct s'il y a du stress, s'il y a un peu de cholestérol, alors qu'il n'y a rien. Uniquement en libérant le couple pour le diaphragme, on libère tout. Si tu n'as pas de sang veineux dans le cœur droit, comment veux-tu que le volume de sang soit suffisant dans le cœur gauche pour l'envoyer dans le corps? Mais la veine cave inférieure n'est pas derrière le foie, et la veine sup, elle vient des veines sous-clavières. C'est simple. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que tu m'avais appris, c'est le fait que le foie, il va beaucoup travailler, métaboliser justement, c'est son boulot, enlever les toxines du corps. Il va beaucoup travailler la nuit et il va, tu me disais, je crois, faire fois 1,5 ou fois 2 son volume Ah en se oui, gonflant de sang. le foie se régénère la nuit. Pour ça, sur les 5 litres du sang du corps humain, il y a 1 litre qui passe dans le corps, dans le foie, pardon. Dans le foie. Donc il se régénère. Et comme il se régénère, la qualité de la bile est moins bonne. Alors, comme la bile émulsionne les graisses pour les rendre digestes, on ne recommande pas forcément de manger du gras le soir pour bien dormir. Ouais. C'est tout. Oui, c'est C'est plein c'est de sûr que petites si choses. tu lui donnes un gros repas, il aura beaucoup de choses à faire et il utilisera moins cette énergie et ce sang et son fonctionnement antitoxine. Il ne l'utilisera pas pour les toxines, par exemple, musculaires, extracellulaires, etc. C'est Oui. Et logique. puis, ce dysfonctionnement hépatique, tu le retrouves à son apogée vers 3-4 heures du matin. Et c'est on rentre dans le cycle énergétique. Et on rentre dans la médecine chinoise. Donc, quand Mhm. tu travailles sur l'artère, tu peux créer le lien entre une médecine conventionnelle, occidentale, et une médecine orientale. Parce que la médecine chinoise, avant de travailler sur les aiguilles, ils travaillaient sur les ventouses. Ils mettaient des ventouses le long de la colonne vertébrale pour envoyer du sang dans les ganglions neurovégétatifs. Et ils s'occupaient sur la source de l'énergie, qui le foie. Donc ils donnaient des plans, des tas de choses comme ça, tu comprends. Initialement, c'est du sang. Et les points lourds, les points scientifiques, moi j'ai fait de l'OQ en même temps, mais je trouvais que ça allait passer vite. Je trouvais plus vite en ouvrant les vannes. Ils se trouvent sur les points lourds et les points scientifiques. C'est un regard de carrefour artériel ou de faible dépression anatomique, comme s'il y avait une action réflexe cutanée sur les datations des artères sous-jacentes. Tu parles des aiguilles, hein. Les aiguilles de l'acupuncture sont les Oui, points, ils sont souvent sur des carrefours vasculo-nerveux, c'est ça, absolument. Ou hein? des faiblesses, pour pas avoir réflexe, certainement avoir une action vasodilatatrice locale. Et oui, ouais. Donc, c'est une réflexion, hein, tu comprends? Donc, moi, j'en ai fait de la queue, je connais bien le principe, mais je vais beaucoup plus vite en ouvrant les vannes. Parce que j'ai cherché au départ, à la source, je pars du cœur jusqu'à la zone. Ouais. En tenant compte de tous les facteurs extérieurs qui peuvent intervenir sur une compression. Ça peut être traumatique. Hein. Alors, le facteur émotionnel, oui, mais bien sûr, l'émotion va se porter sur l'organe le plus faible. Le phrénique, c'est un troisième cervical, il se porte sur le diaphragme.
Mais c'est la sous-clavière est comprise par une épaule avec les branches qui amènent vascularisent le diaphragme. Et la tension diaphragmatique comprime les artères diaphragmatiques supra-inférieures. Ton diaphragme, c'est comme un muscle, c'est mal vascularisé. Quelle que soit l'information que tu vas lui envoyer, il va mal réagir. Donc il va se comprimer, et comprimer le tronc cœliaque qui amène du sang dans le foie, dans le pancréas, dans l'estomac. On a fait le tour et la rate. Et quand tu travailles en viscéral, moi, on m'a appris en ostéopathie à mettre les deux mains sur le ventre. Ça ne peut pas marcher. L'artère qui va sur l'organe n'est pas dans les mésentères. Et les mésentères viennent du péritoine. Et c'est du péritoine, donc la colonne, que émergent les branches de l'ortone qui amènent du sang à l'organe. Si l'organe souffre et qu'il vrille le mésentère, le tuyau il est comprimé. Et pour le décomprimer, il faut prendre les deux extrémités, pas mettre les mains sur l'organe. Ce qui n'empêche pas de traiter l'organe en même temps. Pas un mode de vie. Les émotions fortes sont l'organe le plus faible du moment. Toutes les maladies Ouais. auto-immunes, c'est le cortico-surrénal, c'est la médulo. Il y a 3 glandes qui ont une double fonction dans le corps. Pancréas, exocrine, endocrine, cortico-médulo-surrénal, thyroïde, parathyroïde. Et là, ça explique toute la fibromyalgie et la tétanie et l'ostéoporose au moment de la ménopause. Parce qu'il y a un lien entre le foie, la thyroïde et le cœur, et les ovaires. Enfin bon, on ne va pas tout développer, C'est mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que quand on fait l'approche viscérale classique en ostéo, il faut regarder les mésos. Ils disent de regarder les mésos, ils disent de regarder les ligaments, etc. Mais c'est vrai que finalement, ce qui porte, et les épiplombs, et c'est trois, c'est les épiplombs, c'est entre deux organes, les mésos, le c'est trait, avec c'est la le paroi mésocolon. poste. Oui, tu as le trait, c'est le mésocolon transverse, le mésocolon, les TOTS. Et puis, oui, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mhm. Quand tu as le ligament, le falciforme, le ligament rond et le ligament lorac, et le ligament lorac que je vois à la vessie, qui fait partie, dont l'apex, qui fait partie, qui est lié par un ligament qui est la lame sacro-ito-vésico-pubienne, ben, tu travailles pas, tu peux rien négliger, quoi. Il y a des chaînes de force dans le corps humain qu'il faut maîtriser. Mais tout ça, c'est tenu par les organes. Ouais. Mais c'est vrai que ton approche, surtout sur le tube digestif, va s'intéresser sur le foie, ça sera plutôt du pompage, de l'appui, et sur le tube digestif, c'est une main sur la masse lombaire et sur la fosse, sur les lombaires, et une main sur les tubes, et pour essayer de jouer entre, comme ce que tu disais, sur les mésos, et c'est vrai que je pense que c'est une approche très très intéressante. Et c'est Qui, beaucoup qui, plus efficace. C'est beaucoup plus bah, tu as un efficace. contre-appui. En fait, tu as un contre-appui mécanique, donc tu as beaucoup plus de chances d'avoir une action sur le méso. Si tu fais deux techniques devant, bah, tu peux avoir un effet sur un épiplomb, mais tu n'auras jamais l'effet sur le méso. C'est impossible, mécaniquement parlant, c'est impossible. Et Ouais, il faut traiter les mésos avant les épiplombs, parce que c'est le méso qui est dans le lien avec l'artère, bien sûr. initialement. Après, il y a des liens entre les organes également, hein. Oui, Et entre le tresse, la rétine mésentère, le mésocolon transverse, les TOTS, et tu as toutes des chaînes de tension qui te guident et que tu ressens. mhm. Donc c'est Oui, facile de les libérer, hein. bien sûr. Et en fait, c'est vrai que là, ça me rappelle quelque chose. Euh, Tu parles des ischémies sanguines à cause du système digestif. Et en fait, c'est là que tu avais parlé, tu avais évoqué la graisse viscérale. Et donc, la graisse viscérale, s'il y en a, ça va augmenter la masse autour des organes et ça va mettre en tension finalement le tube digestif et il va tendre le méso parce que la paroi postérieure, elle ne bouge pas, évidemment. Donc, ça met en tension le méso où passent la lymphe, les nerfs Bien et sûr. les petits vaisseaux. Et en fait, donc, le fait d'augmenter à cause de la graisse viscérale, euh, la graisse elle-même a un problème, créer des espèces d'hormones, donc fait un déficit métabolique, hein, la maladie métabolique. Mais je pense que est oublié la problématique du poids de l'organe qui tire le méso et qui gêne, fait un cercle vicieux où ça bloque aussi le sang. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose j'avais entendu nulle part, le fait que la masse de la graisse viscérale joue aussi, en plus d'avoir un rôle métabolique via les phénomènes Ouais, comme elle se adipocines. met entre les organes, elle se met au niveau des mésos, donc ça crée des compressions. Voilà. Hein. Mais c'est pareil, toutes les hormones sont lipophiles, hein, ils viennent du foie, sauf celles du pancréas et les enzymes. Alors, je pense aux végétaliens qui ne mangent pas de protéines animales, bah, ils ne peuvent pas être en forme. Les enzymes pancréatiques, l'insuline et le glucagon sont issus des peptides.
Alors, automatiquement, ça ne peut pas bien fonctionner. Et donc, il n'y a pas d'excès en soi. Il y a un juste équilibre. Et qui dépend évidemment de l'épigénétique, du fait du vécu, du mode de vie. C'est vraiment une approche très systémique où tu dis, souvent tu t'occupes du corps, mais évidemment, son environnement de vie, aux épreuves que la personne a reçues. Hein, et puis aux facteurs épigénétiques, les parents, les grands-parents, il y a des prédispositions. Mais on n'est pas né avec un trouble génétique, on est né avec une prédisposition génétique à un organe qui fonctionne un peu moins bien que la normale, c'est tout. Donc c'est pas grave. Rien n'est grave en soi. La guérison est très souvent possible, bien avant la maladie. Parce Bien qu'en sûr. fait, les troubles fonctionnels chroniques font le lit des maladies chroniques et invalidantes. C'est là tout l'art de l'ostéopathie, c'est de s'intéresser à ces gens-là. Je suis entre la santé et la maladie. Je souffre et je ne suis pas malade au sens médical du terme. Ouais. À nous, les ostéos, d'aller là-dessus. Il faut qu'on ait les outils pour avoir des résultats aussi. Et c'est pas entre l'organe et la structure qu'on peut y arriver. C'est pas possible. Mhm. Bien sûr. Eh bien, un cas où le foie pose un problème d'ischémie, il me semble que c'est la femme enceinte qui ne peut pas dormir sur un certain côté, sinon Hum, sur le côté droit, sinon elle comprime la veine cave, alors hum, que si elle passe de l'autre côté, le foie ne comprime pas. Donc, on sait que exactement. la grossesse, c'est un moment où on a énormément d'hormones. Comme Ouais. tu dis, les hormones sexuelles, hein, stéroïdes, c'est-à-dire les Hum, hormones issues du gras, donc métabolisées, créées par le foie. Et donc, on hum, se dit, ben, le foie augmente de taille lors de la grossesse, et donc une hum. augmentation de taille, de densité, de fonction du foie est à risque d'ischémie, effectivement. Donc ça, Ce c'est qui quelque chose entraîne connu. une surproduction d'hormones thyroïdiennes aussi. Hmm. Ce que tu Et disais donc, avec le lien, il ouais, y a un ouais, taux. Bah oui, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Non, c'est très intéressant. Et là, ben, il y a autre chose que de l'ischémie, pour rester dans l'ischémie digestive, que ça, c'est pas toi qui me l'as appris, mais je l'ai entendu dans un podcast par un micronutritionniste qui s'intéresse au sport. Eh bien, les personnes qui font des sports d'endurance, on sait très bien que le système ortho va favoriser l'apport sanguin dans les muscles et à la limite dans le cerveau, mais il va fermer l'apport sanguin digestif. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop faire de sport intense juste après avoir mangé, parce que normalement, on est censé digérer. Donc, ça peut faire des petites Il a gouttes raison, mauvaises. entièrement raison. Eh Ouais. bien, les sports d'endurance, comme l'ischémie faite par le système orthosympathique est prolongée, les marathoniens, ceux qui font du triathlon, ceux Hum. qui font des trails, eh bien, il se crée des problèmes d'intestin irritable, d'intestin poreux, donc le leaky gut, et donc se détruisent finalement l'intestin par l'ischémie. Donc, on revient sur c'est une autre approche, mais qui explique les mêmes choses que toi. C'est-à-dire que si tu mets une ischémie sur le tube digestif, tu vas t'entraîner des problèmes digestifs et potentiellement, on sait qu'un leaky gut, lui, va entraîner des problèmes articulaires, des problèmes neuro, des problèmes métaboliques. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Je suis allé à Marrakech au mois de janvier. J'ai fait une formation à l'occasion du marathon international de Marrakech. Et on a eu des marathoniens qui sont venus en soins, dont un gars de 65 ans qui avait un cancer du pancréas. Et s'il n'avait pas fait continuer à faire du marathon, il ne serait, il serait plus de ce monde. Incroyable. Une forme inouïe. Mais il m'a dit, j'ai complètement changé mon mode de vie. Et il a fait son marathon. On l'a pris en soin, il a mis sa performance, il était en pleine forme. J'ai soigné aussi un autre marathonien, il faisait non, c'est un truc à Chamonix, je ne sais pas quoi, un client. Il avait des nausées au bout d'une heure de course. C'était qu'un problème de mode de vie. C'est tout. Et puis maintenant, c'est fini. Il a changé. On lui bouffait des pâtes, des machins, des trucs pour avoir de l'énergie. C'est complètement ridicule. Il y a plein de choses à changer. Il y a des idées préconçues, mais qui ne cadrent pas avec la physiologie de la personne. Tu comprends? Et tu parlais du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, la graisse abdominale et les triglycérides, elles ne viennent pas du foie. Elles viennent de l'intestin grêle. C'est l'intestin grêle qui élimine les lipides. Et ça arrive par le canal thoracique après. Tu comprends? Et l'intestin, il dépend de la digestion, donc de la bile, puisque la bile, elle va empêcher l'acidité d'estomac de descendre dans le duodénum. Dans le cas contraire, je te l'ai expliqué, plus d'enzymes, moins d'insuline, moins de glucose. Mais si tu prends beaucoup de sucre, tu demandes beaucoup la fonction endocrine et moins la fonction exocrine, et tu perturbes la digestion. Et les molécules arrivent trop mal digérées dans l'intestin grêle, et tu commences à un intestin irritable.
Et comme il est monocellulaire, bah, il ne faut pas prendre de gluten parce que si tu bois du gluten qui est de la glu et tu bouches les canaux qui libèrent le mucus qui protège l'intestin, bah, tu fais des polypes ou des verticules. Enfin voilà, on n'a rien à changer. Donc là, c'est extraordinaire, c'est que nous, on est des spécialistes, on joint la gastroentéro, la médecine vasculaire, la médecine. En fait, on fait une médecine à part entière contre cette approche. Et c'est passionnant. Mais on s'occupe des gens jolis qui ne sont pas malades, mais qui peuvent le devenir, mais qu'on peut empêcher de rentrer dans la maladie. Mm. On a le plus beau des métiers du monde, c'est le don du soin. Et nous, on a un super métier parce qu'on peut comprendre plein de choses. Pourquoi le kyste, c'est le vers droit et pas le vers gauche? Pourquoi le mec, il se lève un jour avec une douleur à l'épaule gauche et pas la droite? Bah, quand je posais des questions, il était incapable de me répondre. Il dormait, le mec. Tu vas comprendre. C'est pas compliqué. D'abord, la nuit, le sang ici. Et le corps se refroidit parce que les muscles qui sont les ponts vasculaires sont ralentis et il y a un litre de sang qui passe dans le foie. Donc c'est normal que le corps se refroidisse. Donc la zone qui est moins bien vascularisée va y avoir moins de sang, l'acide lactique va être éliminé, l'acidose va être mal éliminée et la douleur va apparaître au lever. Et c'est après avoir bougé un petit peu qu'on réactive les masses musculaires, qui relancent la circulation et la douleur s'en va. À un moment donné, ça n'en va plus. Donc, il faut amener du sang dans les capillaires sanguins et veiller à la bonne perméabilité de la membrane basale du capillaire. Donc, à l'acidose et à l'oxydation. Et ça, c'est le foie. Mm. Et 80% du sucre et 80% de l'oxygène, ça va dans le cerveau. Alors, quand on diaphragme fonctionne mal, tes scalènes, tous ces muscles du cou sont hyper tendus par compensation et que ça circule par en haut, et on se demande d'où ça vient, l'Alzheimer et compagnie, il faut peut-être s'interroger. Et les neurotransmetteurs, le GABA, l'acétylcholine, la sérotonine qui vient de l'intestin, qui régissent sur l'humeur, le comportement. Quand tu fais du crânien et tu bouges le crâne, il y a des zones précises où sont absorbés ces neuromagnéteurs. Donc tu réactives l'absorption de ces neurotransmetteurs. Donc tu arrives à modifier le comportement de l'enfant. Et si tu traites l'intestin, et si on touche le problème de l'intestin, tu as bien la sérotonine. L'éventail thérapeutique est large. Hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça que tu répètes tout le temps, c'est que c'est systémique, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un effet sur une légère dépression débutante chez un adolescent qui a des troubles digestifs si tu ne traites pas enfin, en traitant que le crâne. Le crâne ne suffit pas, il faut aller voir l'intestin et puis, comme tu dis, il faut aller voir les conseils alimentaires et peut-être quelques compléments en plus. Et c'est comme ça qu'on traite, mais il faut pas croire que l'ostéopathie, juste en travaillant la SSB, ça va pas enlever les dépressions des gens, voilà. Mais c'est ça qu'il faut préciser, c'est que tu traites tout et tu donnes des conseils aussi. Il Et n'y a, voilà. pas, il y a pas un dépressif qui a le foie et l'intestin en bon état. En général, ils ont les deux qui sont patraques. Bah oui. C'est plus, Bah, tu ne vas pas changer l'environnement de vie. Les stress, les émotions, on en a tous des blessures. Hein. Mais la capacité de les analyser et les accepter, elle dépend essentiellement de l'équilibre du système nerveux. Et le système nerveux, il dépend aussi de l'irritation de la fibre nerveuse. Et qu'est-ce qui irrite la fibre nerveuse? Ce sont les toxiques. Et quel est l'organe qui filtre les toxiques? C'est le foie. Les toxiques ont la particularité de traverser un membrane phospholipide qui protège la fibre nerveuse. Et je ne parle pas des synapses où il y a les neurotransmetteurs. ouais. Une belle Ouais, non, histoire, non. hein. Ah, mais c'est sûr que je pense que quand l'ostéopathie se mêlera avec peut-être ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, c'est ce que tu dis, hein, c'est le lien entre toutes les hormones, les glandes hormonales de notre corps, entre le cerveau, le nerf vague, le ventre. Et ensuite, on rajoute ce que savent très bien faire les ostéopathes de base, c'est-à-dire le musculo-squelettique. Je pense que le jour où vraiment tous les ostéopathes seront d'accord, il y a autant besoin du ventre que de la tête, que du cerveau, du système nerveux et, et du système digestif et musculo-squelettique, là, je pense qu'on commencera à pouvoir être appelé une médecine. Mais c'est vrai que si on s'intéresse qu'aux articulations, ça ne suffira pas. Hein. Parce qu'on peut vraiment pas, comme tu dis, on peut pas prendre en charge les vraies chroniques et les vraies pathologies, enfin, vraies pathologies, les troubles fonctionnels qui sont installés depuis longtemps, ça suffit pas de faire juste de l'articulaire hein, et du musculaire.
ou même du fascia. Si on ne s'intéresse pas vraiment à tous les liens et aux conseils, ce que tu dis, hein, marathon, c'est-à-dire il faut donner des conseils du sport et de la nutrition. C'est vraiment le minimum, quoi. Et oui, et puis même les problèmes de surpoids, hein. Alors la personne qui est stressée, qui est en surpoids, qui n'a pas d'énergie, va lui demander de faire du sport. C'est pas possible. Commencez Ah, par le comment. Voilà. c'est important parce que on parle énormément du sport et les ostéos qui sont spécialisés par le musculo-squelettique, au bout d'un moment, ils ont bien fini par comprendre qu'il fallait donner peut-être des exercices à faire aussi aux patients. Et donc, ça a peut-être augmenté. On a traité un peu plus de personnes en donnant des Et, exercices. et, et, et Mais il y en a qui ne vascu- peuvent pas. et vasculariser les organes, et notamment les muscles qui sont sollicités. Mhm. Et quand tu as un déplacement articulaire, évidemment, tu as une tension ligamentaire ou des tensions tendineuses. Quand tu as des tendinites du sus-épineux, pourquoi c'est toujours le sus-épineux et pas les autres? Parce qu'il est vascularisé par une branche sous-clavier qui est dépendante des autres, qui est le tronc thyrocervical. Ben, il faut y penser. Mhm. Pourquoi lui là-haut, en haut de l'omoplate, il a mis trois muscles. Il a mis le petit rhomboïde, il a mis le petit dentelé posterieur supérieur, il a mis l'angulaire. Ben, parce que quand l'omoplate glisse sur le costal, ben, il s'écarte plus en haut qu'en bas. Il n'est pas idiot là-haut, hein. Il est bien construit le corps, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il a été construit comme ça. Et quand tu as compris, quand tu as l'explication et quand tu as pris le processus d'installation du trouble, en général, tu arrives à trouver la solution pour le corriger, ce trouble. Bien sûr. Il faut faire de la médecine ostéopathique. Je pense que si j'intéresse autant le corps médical, sans prétention, c'est parce que j'ai cette approche rationnelle. Comment peux-tu expliquer autrement, expliquer qu'on va dire pour un os, tu vas régler des problèmes, le médecin ne peut pas comprendre. Moi, quand j'en parle, ils comprennent. Je suis membre d'un comité scientifique du GEDCOP, on est 6. Il y a dans ce comité le président de la commission 3 de l'Académie nationale de médecine, qui est un collègue. Je ne peux pas être mieux placé. Et on se comprend, c'est tout. Bah, écoute, c'était une de mes questions. Finalement, tu es un ostéopathe qui est en contact quand même avec pas mal de médecins. Euh, et donc, moi, je suis d'accord, hein. Tu dis, je remets la D4 en place ou le sacroiliac en place. Tu peux pas expliquer toutes les améliorations de tout ce qu'on peut avoir en cabinet. Donc, il faut bien donner une autre explication. Et donc, c'est vrai que toi, c'est assez global. Et alors, qu'est-ce qu'en disent finalement? Bon, le problème, c'est que toi, tu es un ostéopathe qui a ta propre protocole, mais on a l'impression que les médecins, des fois, ils ne nous comprennent pas, etc. Pas forcément, c'est pas forcément moi, mais ce que disent souvent les ostéopathes. Donc, toi, les rhumatos que tu connais, les chirurgiens que tu connais, les, les, les médecins vasculaires que tu connais, comment est-ce qu'ils réagissent à ton discours? Mais ils sont tout à fait d'accord, ils comprennent ce que je fais. C'est pas compliqué. S'il était présenté le TVO au congrès des médecins ostéopathes, c'est qu'il y a une raison, hein. Toutes mes formations étaient filmées le président d'un syndicat d'ostéopathes qui était membre de la commission d'agrément des écoles. Ils comprennent ce que je fais. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils ont d'autres façons de travailler, mais ils comprennent. Et puis ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas une heure comme nous, donc on peut être de très bons relais. Mais pour qu'on soit relayé, il faut qu'ils aient confiance en nous. Et pour avoir confiance en nous, il faut qu'ils comprennent ce qu'on fait. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas une manipulation qui va régler le problème, si c'est chronique. Quand c'est basique, il n'y a pas de troubles fonctionnels associés, ça passe. Une lombalgie, tu te mets au repos, au bout de 3 semaines, même avant, il n'y en a plus, hein. Maintenant, si elle est chronique et elle est évidente, il faut se poser des questions. C'est comme l'épaule, hein. C'est l'articulation la plus difficile à soigner, parce qu'elle est très mobile, hein. Donc, toi, voilà, en tout cas, quand tu discutes avec les médecins, c'est clair et ils te comprennent et ça donne de l'espoir, je pense, pour les ostéopathes, hein. Tu sais C'est de l'ostéopathie. comment je suis rentré au GEDCOP? Vas-y, raconte-nous. Mon épouse arrive un soir, elle me dit, écoute, il y a un congrès à la maison de la chimie sur l'arthrose. Et il y a un sujet, c'est ostéopathie, mythe ou réalité. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je décommande mes patients et je vais à la maison de la chimie. Et à table, je me retrouve à côté du professeur Ferdinand Ficari, éminent gastroentérologue qui est malheureusement réparti il y a 2 ans, ou même je crois l'année dernière, et l'ancien doyen de la faculté de médecine de Montpellier, Pierre Abichon. On dit, est-ce que vous faites de l'ostéopathie? Je dis, oui. Vous faites des manipulations? Je dis, non. Ah bon, vous faites quoi? Et je lui explique ma petite histoire. Très doux articulaire, les troubles vasculaires, mais c'est extraordinaire, on ne sait pas ça.
Est-ce que vous souhaitez, on est en train de créer le groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées à Nancy. Est-ce que vous souhaitez faire partie, on n'a pas l'OCO. Je dis, ben, j'arrive. Et j'étais fondateur. Et maintenant, je suis membre du comité scientifique. En toute modestie, hein. Mais on se comprend. Et c'est vrai qu'il y a 50% du corps médical qui est pour l'ostéopathie et 50% qui est contre. Ben, moi, je suis de l'autre côté, du côté des bons. Voilà. Et j'apporte ma petite pierre. On verra ce que ça donnera. Mais j'ai assez d'occupation avec les formations et tout. Maintenant, ce que je fais aussi, c'est ce que je disais, il faut s'assurer de la bonne reproduction. Donc, quand vous semez un savoir-faire, imagine-moi demain, je peux faire une télé, je peux faire une radio, je connais plein de copains là-dedans. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire, moi, une émission de radio ou de télé? Et les gens, les auditeurs ou les téléspectateurs vont demander où est-ce qu'on peut traiter. Marguerite, il n'a plus de cabinet. Je vais en ouvrir peut-être une demi-journée quand j'ouvre mon habitation dans les Landes. Mais à qui je vais adresser? Je ne sais pas comment ils travaillent. Je n'ai pas d'annuaire, j'ai rien. Et en plus de ça, je ne vais pas adresser chez des gens dont je ne sais pas s'ils reproduisent correctement ce que je fais. Donc j'ai une idée de créer un doTOLI pour mes ostéos. Voilà. Et l'avantage, c'est quoi? C'est comme je trace le patient et l'ostéopathe, je peux faire des auto-évaluations. Ce n'est pas un ostéo-évaseur, rassure-toi. C'est juste pour apprécier l'impact des soins sur le patient. J1, J180, J360. C'est tout. Et si l'ostéopathe a un score qui est un peu trop bas, il ne faut surtout pas l'évacuer. Il faut dire, écoute, il y a un chose que tu n'as pas bien compris. Reviens, on va t'aider à mieux comprendre parce qu'il faut qu'on soit les plus performants possible pour être crédible. Mais avec ce recueil de bases de données, alors évidemment, avant, il y a tout le dossier d'anamnèse qui est bien en ligne, avant leur prescription de consultation. Et tu ne vas pas t'amuser à relire toutes les questions. L'algorithme, il se sort des mauvaises réponses. Comme ça, tu vois tout de suite ce qui ne va pas. Ça te fait gagner du temps. Et cette base de données, tu peux l'analyser, tu peux éventuellement. Elle sert à quoi? Elle permet de faire des projections sur l'état de santé. Et ça intéresse qui, ça? Les mutuelles, les organismes qui payent pour gérer les risques. Donc, à terme, on ne va pas leur donner la base de données, leur vendre. Il faut leur dire, je vous donne la base de données, mais en contrepartie, remboursez mieux les soins. Et là, tu donnes l'accessibilité financière aux soins. Tu comprends? Oui, alors là, je suis pas sûr que tu avais donné le contexte précis. C'est que tu travailles sur une plateforme de prise de rendez-vous avec là tout ce que tu as expliqué, donc Ouais. la fiche d'anamnèse où les patients reçoivent à l'avance, il me semble, et puis ils cochent leur habitude alimentaire, ce qui permet de faire des Et statistiques très précises. ils reçoivent aussi une information sur la façon dont ils vont être traités, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Il faut les prévenir, pour qu'ils pas qu'ils soient surpris, que ce n'est pas comme le sopat qu'ils ont vu avant. Ce n'est pas une critique, mais il faut les informer. Hein. Mhm. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis amusé parce que je dis, cette structure, comme cette structure, il fait beaucoup d'argent. Imagine qu'il y ait 1000 personnes qui cotisent 60 euros, ça fait de l'argent. Donc, moi, il ne faut pas d'exploiter ni d'exploitants. Donc, j'ai imaginé, c'est pas encore fait, mais il y a des années probatoires. C'est comme au ski, tu as une étoile de bronze, une étoile d'argent, une étoile d'or. Donc, j'ai fait un petit pins. Bonjour argent, je vais chercher justement voir mon geôlier qui est à Mont-de-Marsan. Et à la première année, tu auras l'argent. Alors. Et quand tu auras l'or, le bonus, c'est quoi? Ben, tu seras intéressé sur le bénéfice de l'entreprise. C'est clair. Chaque salaire mérite, chaque travail mérite salaire. Il n'y a pas d'exploitant pour exploiter. Et imagine que Paris, un des ostéopathes de la structure, soit voué pour des raisons personnelles ou de santé, avoir une difficulté financière et qu'il y soit dans la mouise, entre guillemets. Eh bien, il y a un fonds de réserve qui sera mis de côté et sous réserve de preuves incontestables qui viendraient l'aider en cas de difficulté financièrement. C'est ça l'état d'esprit. C'est très systémique aussi. Mhm. Mais ça permet Alors, de créer un noyau, un groupe de personnes qualifiées qui apportent la preuve de leur qualification et qui sont récompensées par le travail qu'ils ont fait. écoute, moi je pense que c'est une très bonne idée, mais après, il y a quand même une difficulté, c'est que toi, comme c'est toi qui as monté le protocole au fil du temps, tu as fait, d'ailleurs il évolue toujours, hein, mais c'est tes techniques, c'est ta manière de faire, c'est très simple pour toi de pratiquer
seulement ton protocole. Mais c'est vrai que pour les autres qui peut-être ont fait 10 ans d'une autre Mais, ostéopathie, passer à un protocole pur, c'est compliqué. mais Après, moi, je pense que tout ce qu'on a dit autour de la consultation, c'est magnifique. Et l'esprit sur l'artère aussi. Mais après, faire pile le protocole, ça me paraît très oui, mais compliqué faire pour des quelqu'un dents, qui fait autre chose. on ne demande pas aux ostéopathes de faire que le protocole. On leur demande simplement de savoir l'appliquer quand un patient le demande. C'est tout. Ah, ok. Il fait ce qu'il veut. Oui, c'est très bien. C'est tout. Tu as des patients qui viennent, on va pas obliger, on n'a aucun droit d'obliger à faire quelque chose. Oui, voilà. L'ostéopathe a son libre choix. Il est sur la plateforme, il est référencé sur la plateforme, il peut être sur d'autres, il fait ce qu'il veut. Tu comprends? Mhm, Mais si le patient vient de cette plateforme, il sait que le patient viendra le voir pour ça. mhm, Tu vois la différence? mhm. Oui, oui, je vois, je vois. Après, Enfin, je ne suis pas là pour voir la plateforme, mais ça fait partie de mon travail systémique. Tu formes, tu transmets, tu comprends le corps de façon, mais derrière, il faut organiser la transmission. Sinon, ça risque d'être vidé de sa substance. Et le mhm, travail que j'aurais fait sera bafoué. Et ce n'est pas l'objectif. Parce que mieux il est fait, mieux le résultat, mieux les gens se portent. bien sûr. Bah écoute, tu nous as parlé alors avec les médecins, ça se passait bien et certains maintenant vont te demander un petit peu de preuves. Donc, Ah, on sait que la logique fait que effectivement, si tu comprimes une artère ou une capillaire, il va s'arrêter de circuler. Il y a on a évoqué énormément de pathologies médicales ou métaboliques qui sont en lien avec la vascularisation. Peu importe si c'est la fluidité du sang, le rythme du sang, la tension des artères, l'épaisseur des artères, etc. L'ischémie en lien avec le système orthosympathique par le sport, on a évoqué plein de choses. Mais alors, toi, je crois que tu connais des médecins qui ont des Dopplers, des choses comme ça, et tu as commencé quelques petites choses, ou alors tu as un projet. Alors, tu peux nous en parler alors, d'études? nous avons rédigé, quand nous sommes médecins, un protocole d'études. On a déposé avec une école, le directeur de la recherche de l'école supérieure d'ostéopathie. 2 fois de suite ont été blackboulés au CPP, Comité de protection des personnes. J'ai fait analyser pour les raisons de ce refus par le président du GEDCOP, qui m'a dit, mais ils ne comprennent pas ce que tu vas faire. Ils ne voient pas l'utilité. Il n'y a pas un ostéopathe qui était parmi membre de la commission, bien sûr. Donc ça ne pouvait pas fonctionner 2 fois de suite. Bon, bah, on laisse tomber. Hein. Pas la peine de chercher dans un pays quelque chose qui ne veut pas nous entendre. Et puis, un confrère qui est très connu, qui est Bruno Joss, qui est allé souvent aux États-Unis, comme d'ailleurs Viola Friedman au départ, m'a dit écoute, il y a une université à Saint-Pétersbourg qui souhaiterait rentrer en contact avec toi. Bon, ben, j'ai pris contact avec eux. Et puis, ben, j'ai expliqué ce que je faisais. C'est là-bas, l'ostéopathie est une spécialité de la médecine, comme la phlébo, hein, comme la gastro. Donc, ils ont même une connaissance intéressante et très intéressés par tout ce qui était vasculaire, pour les raisons que je t'ai dit initialement. Et donc, j'aurais fait une vidéoconférence de 6 heures. Et là, j'y vais au mois de mai. Je passe une semaine là-bas. Je leur fais une formation de 3 jours. Et avec mon correspondant, qui est président de la Fédération russe d'ostéopathie, on va travailler sur un projet d'étude. Et il m'a montré, après en visio, comment il fallait faire, le battel qu'il avait, etc. Et ça va être passionnant, parce qu'ils ont des gros moyens. Et une fois qu'on aura mesuré par iconoptère, microangioscopie, élastométrie, tout ce que tu veux, même, pourquoi pas le scan dont je te parlais, que je ne connais pas encore, on aura des preuves tangibles. À partir du moment où tu as une corrélation entre l'amélioration des troubles fonctionnels et l'amélioration du débit artériel, bah, c'est déjà une première preuve. Après, faire une étude randomisée. Moi, je ne suis pas un chercheur, j'y connais rien. Je suis un clinicien. Mais eux, ils savent faire. D'ailleurs, il a commenté l'étude Dimitri Bankov. Il disait oui, mais il serait bien de faire ci, de faire ça. Bon, je laisse faire, moi, je ne connais rien. Mais je transmets au président du ZCOP, qui lui est un chercheur. Chacun son métier. Moi, je soigne, eux, ils valident. Tout va bien. Mais on n'en est pas là encore. Mais c'est une belle aventure. Bah, tu as évoqué un scanner qui permet d'observer le flux Ouais. vasculaire. Ouais. Et il y a des IRM aussi qui font ça, il me semble. Et effectivement, justement, c'est utilisé par exemple sur les problèmes, sur les nerfs, en fait, les plexus lombaires brachiales. Et
c'est comme ça c'est grâce à ce genre d'outils de mesure qui Mm. sont nouveaux et donc qui permettent des nouvelles découvertes qu'on ne pouvait pas voir avant. Et c'est grâce à ce genre d'outils qu'ils ont remarqué que les pathologies nerveuses étaient finalement, comme je te disais, des compressions des nerfs et Mm. donc on voit plus de sang qui coule dans le plexus qui pose problème. Oui, oui. Donc sciatique ou lombosacré ou brachial. Donc bah écoute, moi j'ai hâte de voir ça, hein. Et effectivement, cliniquement, on sait très bien que on peut enlever une douleur sciatique, mais on peut aussi, mais la douleur, ça veut plus ou moins rien dire parce qu'il y a des douleurs un peu inventées par le cerveau, etc. Donc, qui ne sont pas toujours en lien avec un problème. Mais par contre, quand on améliore la sensation sur un dermatome, eh bien ça, c'est clairement le nerf qui recommence à fonctionner. Et c'est sûr que si on fait un avant-après, tu ouvres, on verrait à peu près sûrement une amélioration de la vascularisation du nerf parce que sans le sang à l'intérieur du nerf, il ne peut pas fonctionner. Donc cliniquement, c'est logique, mais là encore, c'est vrai qu'on a hâte de voir les images, quoi. Et, et toi, il me semble que tu as déjà fait des petits tests sur tes techniques et le Doppler et tu as vu que ça augmentait l'artère, il me semble, hein. C'est ça, Ah bah, avec avec ton comme avis? Doppler, oui, avec Blanche Maison. Voilà. On l'a validé, mais il n'y a pas une étude qui a été. Voilà, on a juste fait des tests. Voilà. Mhm. C'est une évident. Mais de toute façon, il suffit de mettre au coupé d'yeux, tu sens tout de suite. Et même le patient, il te dit, je sens des fourmillements, de la chaleur. Il y a des signes, un ressenti qui est immédiat, hein. Alors on dit oui, Mhm. et les gens disent, mais pourquoi c'est aussi rapide? Si vous savez, si je vous coupe une artère, le sang jaillit à 1,50 m. Moi, une petite main, je pousse le pied qui comprime le tuyau. Ça va circuler tout de suite. C'est pas compliqué. C'est immédiat. Et en plus, tu agis sur l'orthosympathique, c'est encore plus important. Donc, Mhm. c'est pas miraculeux, c'est logique. Et le scanner en question, je sais qu'il y en a deux, et là, je suis en relation avec Alain Tubianac, on a un, je crois, sur Paris, et il y en a un autre qui est à Nice. Et c'est un journaliste de la santé qui a en relation avec lui. Et d'ailleurs, je vais à Paris, là, je remonte à Paris quand j'y vais mardi matin, je prends le TGV, là, je suis à Saint-Jean-de-Luz, hein. Je fais une consultation toute l'après-midi, 14-20 heures, et le lendemain, je tourne avec un producteur de films, un réalisateur de films, qui est un de mes patients, qui est assez connu. Il m'a dit, on va te mettre en forme, tout ce que tu fais là. Alors, on est dans un studio avec un chef d'opérateur, où je ne connais rien, on va faire ce qu'on peut, hein, pour essayer de communiquer, tu comprends. Et le Mhm. lendemain, bah, je pars à Rennes pour faire une formation, puisque je serai à Paris, un petit coup de TGV. On va aller voir les Bretons. Tu sais, je suis breton, hein. Quand je parle d'un mât avec des haubans, hein, j'ai plus qu'à mettre la voile et ça roule. Avec un mot gouvernail. Parce qu'on dit gouverne la fonction, faut pas se tromper, hein. L'artère ne gouverne pas la fonction. La douleur, elle guide. Un gouvernail, La structure gouverne la la fonction, c'est structure, oui, ça? la structure, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est pas nouveau, hein, c'est une discussion qui n'est pas nouvelle, qui vient pas de moi, mais le mot gouverner, c'est pas, c'est orienter, c'est dirige, c'est interpelle sur quelque chose. C'est ça, Voilà. c'est gouvernail, la même Exactement. racine que le mot Exactement. gouvernail. Et ça, c'est vrai que c'est toi qui me l'a fait comprendre, en fait, parce que c'est vrai qu'on pense tous gouverner, c'est le boss, mais en fait, non, c'est gouverner, ça vient de C'est gouvernail, et donc dirigé. Ça te ça dirige. dirige, ça oriente. Et Et donc, absolument. vu comme ça, c'est super, parce que c'est vrai que la structure gouverne la fonction, même au niveau de la forme de tes os. Si tu as par exemple une hanche qui est une coxo-fémorale qui est orientée dans un certain sens vers l'avant, tu peux pas trop faire de rotation externe. Donc, c'est bien la forme de la structure qui va diriger à quel point tu peux faire une rotation interne ou externe. Pareil pour l'extension de coude, si tu es bloqué os contre os, tu vas pas aller plus loin, hein. Donc, c'est clairement, c'est assez vrai, hein. Ok, Donc donc voilà, là, petite histoire, l'ostéopathie, enfin ma petite histoire, ma grande histoire. Ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier, c'est passionnant, hein. C'est vraiment bien passionnant. sûr. On n'a pas envie de s'arrêter. Voilà. Non. Mais Et tu sais, il faut oh, rester en forme, hein, pour faire ce métier. bien Il sûr. faut que ça cogite, il faut faire du sport. Moi, je fais du sport, je m'alimente bien, je peux 4 heures de 10 par semaine. Oui, il faut bouger. Et quand on dit faire du sport, il faut suer. Une bonne suée par jour, c'est le meilleur moment pour rester en bonne santé, hein. Et puis de bonne Mm. alimentation, bien sûr. Et puis, il y a autre chose, c'est que notre corps, c'est une machine. Et dans toutes les machines, il y a des filtres. Et dans l'organisme, il y a les reins. Mais avant les reins, il y a le préfiltre qui est l'intestin, et il y a le foie qui est le filtre. Et un filtre, c'est fait pour s'encrasser, quoi qu'on fasse. Donc le jeûne, c'est pas n'importe quoi. C'était le moyen le plus rapide et le plus puissant
de nettoyer un filtre. Quand le corps a brûlé le stock de sucre, les 12 heures de sucre qui sont dans le foie, ben, il va attaquer le gras. Donc le jeûne intermittent, ça ne peut pas marcher. Il me repos, il ne brûle pas le gras. Pas plus que le ramadan, puisqu'il mange le soir. Et le jeûne va demander à faire une personne jeûne, elle aura mal au crâne, elle n'aura pas envie de leur continuer. L'objectif, c'est d'obtenir une constance, une régularité dans un processus qui donne envie aux patients, pendant toute une journée, ne serait-ce qu'une fois par mois, de mettre au repos ses organes digestifs en mangeant que des fruits, des légumes, ou éventuellement du riz qui était laissé tremper dans l'eau pour qu'il perde son amidon. Et c'est ce que j'ai créé la micro-diète. Et il n'y a pas un patient qui vient dans mon cabinet que je recommande de faire. Et s'il ne le fait pas, j'ai dit, écoute, rendez-vous dans 3 semaines. J'ai dit, écoutez, si vous ne l'avez pas fait, on reporte le rendez-vous. Ah non, 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 je veux voir comment. Donc, c'est ce que je leur dis. Si vous ne le faites pas, on reporte le rendez-vous. Je peux dire qu'ils sont attentifs. Et après, il ne faut pas le faire tous les mois, ça suffit. Faites un petit extra, faites en plus. Il faut aller chez Midas, régulièrement. Et Midas, c'est les ostéos. Il y a des Mais patients qui viennent régulièrement. Ils se sentent plus fatigués. On les remet en route, ça va très vite. de toute façon, l'idée de diète, c'est vrai que c'est très ancien. C'était été utilisé dans l'histoire de la médecine. C'était un des trucs les plus efficaces parce que, effectivement, comme chimiquement, ils n'avaient pas les outils pour comprendre ce qu'ils donnaient. Ils donnaient pas grand-chose, voire des trucs un peu méchants, on va dire. Et par contre, la diète, c'était la base de la médecine pendant des siècles, en fait. Et on le fait intuitivement. Et les animaux aussi, quand les animaux sont blessés, ils se mettent au repos, ils font que de la cicatrisation. Et les humains, quand on a trop mangé, ben, on n'a plus envie de manger. C'est assez De toute logique. façon, Donc quand on tu es mal, repose, quoi. qu'est-ce qui se passe quand tu es malade? T'as pas faim? Pas par hasard. Et oui. Et Voilà. là, ben, là, tu vois, là encore, on peut dire que c'est du bon sens paysan, mais je vais te donner peut-être quelque chose que tu ne sais pas. Il y a eu des études scientifiques sur le cancer et sur la chimiothérapie. Chimiothérapie, chimie, donc Bien sûr. foie, qui a besoin d'énergie pour pouvoir prendre la chimie du traitement du cancer, pour pouvoir ensuite l'envoyer là où il faut, pour que la chimiothérapie, elle fonctionne. Mmh. On sait qu'il y a des effets secondaires. Ben, en fait, ils ont observé que les personnes qui faisaient un jeûne, hein, 24 heures avant leur La chimio, chimio, ouais. en fait, ils avaient beaucoup moins d'effets secondaires et la Mmh. chimio était beaucoup plus efficace. Les tumeurs rétrécissaient beaucoup mieux. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, euh, mange pas trop gras avant de dormir parce que c'est là où ton foie il va te soigner. Donc, laisse-le tranquille, pas trop de gras, pas trop de trucs, etc. Mange pas trop tard non plus, et le temps de digérer avant d'aller dormir. Et tu verras que ton foie, il aura plus d'énergie pour s'occuper des toxines, des médicaments, des trucs comme ça. Donc, finalement, ça, c'est Ouais. des études scientifiques, hein. Mais toutes ces recommandations d'hygiène de vie, elles doivent faire partie intégrante de la consultation. Mm. Sinon, tu fais pas. Le plus gros travail, je dirais, il est là. C'est d'avoir un raisonnement logique et intelligible pour faire comprendre à son patient que ses erreurs de mode de vie sont à l'origine de son trouble. Et quand tu as apporté ça et qu'il y a un climat de confiance, tu as obtenu un changement de comportement, là, tes petites mains, elles ont une efficacité remarquable. Sinon, ça ne tient pas. Mm. Et là, je leur dis, écoutez, moi, je fais des statistiques et j'ai les camemberts. Si vous ne suivez pas, moi, j'ai pas envie de vous voir, vous avez faussé mes stats. C'est clair. De façon gentille, hein, tu peux le dire. Ah oui, chaque patient, j'envoie les enquêtes de satisfaction, j'ai mes camemberts. Depuis le temps qu'ils ont mal, est-ce qu'ils ont eu des soins avant, combien de temps ils ont fait de consultation, etc., quels sont les facteurs associés. C'est ça, ces données qui sont importantes. Les avoir de façon individuelle, ça n'apporte pas grand-chose. Mais si on a 1000 personnes qui vous font la même chose, t'imagines ce que ça représente comme information. Et là, ça permet de construire, parce que ce n'est que la connaissance est née de l'observation de tous les temps. Mhm. Il faut comprendre ce qu'on a observé et l'expliquer. Et ça, c'est de la recherche passionnante. Bah, écoute, tu devrais peut-être commencer par demander à un CCP, est-ce que puis-je utiliser ma base de données des patients, mes camemberts, pour voir est-ce que ceux qui ont suivi les conseils de hygiéno-diététique ou alors qui ont de base une bonne alimentation, ils respectent bien ce genre de choses, est-ce qu'ils ont moins de problèmes ou les problèmes Non, partent mieux c'est pas que ça. d'autres? Ce sont pas des études qui sont quantitatives. C'est pas. Il faut du qualitatif, autre chose. Ça va pas. Alors ça peut se faire en complément, mais la médecine n'attend pas ça.
C'est de l'épidémio. Aujourd'hui, ce qui s'intéresse, c'est de mesurer physiologiquement qu'est-ce qui se Hmm. passe. Voilà, ils veulent qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et dans nos gestes, ils veulent comprendre pourquoi nos gestes fonctionnent. Moi, quand un muscle est vrillé, eh ben, il ne se veille pas comme ça, il se veille comme ça. Et les myofibrilles, elles se verticalisent. Et le muscle, il gonfle. Et tire sur le faisceau musculaire comme une information réflexe. Si moi, je ne prends pas les deux extrémités du muscle, je le dévrille et je fais un appel de sang dans le muscle, ça marchera ponctuellement si j'ai pas ouvert la vanne de l'artère qui amène du sang dans ce muscle, et voire même la branche avant, qui part du cœur. Donc, il faut partir au point de départ. Donc, Hmm. le soin artériel, l'arborescence est un GPS pour nos mains. Donc, on n'a plus de poser de questions. On connaît la chronologie des gestes. Et les gestes, il y en a deux, myofacial et viscéral. Le reste, j'en ai pas besoin. Ouais. Bah écoute, Donc, je c'est pense moins qu'on fatigant. Voilà. ouais, je pense qu'on a évoqué pas mal de choses. Voilà, c'est vrai que ça serait fou de se quitter sans avoir évoqué la diète, alors que c'est quand même la base de tes conseils, tes conseils hygiéno-diététiques. La diète, c'est quand même une des choses indispensables de ton approche, parce que voilà, il faut le répéter, c'est que la thérapie manuelle, selon toi, euh, ne va pas tout faire. C'est-à-dire, il y a Ah non. aussi besoin de tout le reste, parce que sinon, le foie, on peut dire, le filtre va s'encrasser de nouveau si l'hygiène alimentaire ne suit pas. Et donc ça, c'est voilà, tu remets aussi, l'ostéopathie, c'est très efficace, mais ça a ses limites. On le sait très bien, on le sait tous, je pense. Bah, avec nos mains, tu es capable de faire ressentir aux gens les personnes sont sensibles ou pas, alors qu'il n'y a pas aucun symptôme. Avec ta tête, tu es capable de leur expliquer pourquoi c'est là et pas ailleurs. Et tu es aussi capable de leur expliquer l'impact de leur mode de vie sur le trouble. Et quand tu arrives à créer à apporter tous ces éléments à la patiente, tu as créé son climat de confiance. Ah, mais je ne savais pas, on ne m'a jamais dit. Et là, tu fais ça va tout seul. Puis celui qui n'a pas envie, bah, il va ailleurs. Hein. Là, ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Ils se complaisent dans la maladie. Ce n'est pas notre boulot. Hein. Et nous, on prend ceux qui veulent bien nous voir et qui nous font confiance. Et il faut leur dire ce qu'on sait faire. Et il y a un manque de communication. Et je ne peux pas aujourd'hui communiquer sur l'ostéopathie telle qu'elle est pratiquée. Parce qu'elle n'est pas conforme, elle n'est pas suffisante pour les résultats auxquels j'aspire. Et auxquels les patients aspirent plutôt. Voilà. Mm. Et là, c'est le chronique. Ce qui coûte cher au système de santé, ce n'est pas les bobologies, hein. C'est le chronique. C'est l'absentéisme pour l'entreprise. Et c'est là, et la médecine ne sait pas faire. Et nous, on sait. Mais il faut qu'on ait les outils pour savoir. Alors, je ne sais pas la panacée. J'en ai qui marchent. Il y en a d'autres cantons aussi. Hein. Et moi, je propose les miens. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Non, ben écoute, merci. T'as des choses à rajouter? Est-ce que toi, tu as lu peut-être des livres qui t'ont formé, des livres que Moi, tu non, je suis en train conseillerais? d'écrire un petit abrégé là, parce qu'on m'a demandé d'écrire ce que je faisais. C'est les gens qui m'entourent. Il m'a dit, il faudrait que tu écrives quelque chose là-dessus. Bon, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment avec tout ce que je fais, mais je vais écrire un petit abrégé pour donner le principe. Hein, voilà. Et puis après, j'ai écrit un bouquin il y a au moins une dizaine d'années. C'était le mal de dos dans l'assiette. C'était le début de mes expériences avec l'alimentation. Et là, j'en ai un autre que j'ai écrit quand mon père est décédé. Je n'ai pas réussi à le terminer. Et ma mère est partie il y a 2 ans. Et là, je me sens prêt. Voilà. J'en ai deux en route. Un sur le foie et sur l'artère. Voilà. Puis si ma mère est partie à 98 ans, j'ai 73, j'ai encore 25 ans. Hein. Oui, on te le souhaite. Voire plus, Je hein, me le pourquoi souhaite pas. aussi. Ouais. Mais il y a Non, encore du mais... boulot. De toute façon, tant que tes objectifs de vie, tu vis bien, il faut regarder ces objectifs de vie. Imagine, tu as une grosse activité, le jour lendemain, tu n'as plus rien, tu es perdu. Tu n'as plus de sens. Ah, j'ai un objectif qui est terrible. C'est pas Non, mais écoute, prétentieux, mais c'est comme ça. Voilà. moi, je te souhaite de continuer ton travail et tes recherches, hein, surtout, et la transmission. Donc, avec les Russes, avec les Italiens, avec les médecins français aussi, il faudrait que, faut continuer, hein, parce que c'est vrai Ah que ben, tous le les problème de gens. la France, c'est qu'il n'y a pas d'argent. L'argent de la recherche est utilisé en grande partie pour combler le déficit des hôpitaux. Hein. La PHP, il ne faut pas rêver. Il n'y a que les grands patrons qui arrivent à prendre un peu de pognon pour faire des études qui ne tiennent pas la route, excuse-moi. Ou du moins qui sont insuffisantes pour apporter des preuves significatives. Hmm, Je ne parle pas desquelles. bien sûr. Voilà.
Et tu t'es rapproché un moment d'une société française sur les interventions non médicamenteuses. Tu te souviens de Ah oui, ça? c'est Gr- Grégory Dino, oui, 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 je suis membre de oui, je connais bien. Mais Tu bon, travailles. oui, ils ont travaillé sur les modèles d'évaluation. J'étais au Sénat quand ils l'ont présenté. Bon, c'est des modèles d'évaluation qui sont plus adaptés à des approches multifactorielles comme l'ostéopathie telle que je viens de te la démontrer là. Voilà, et c'est intéressant parce que sinon on dira toujours oui, c'est le biais, c'est l'aliment, c'est pas tes mains, etc. On s'en fout. On sait que c'est l'ensemble de ces produits qu'on fait, qu'on obtient le résultat. Mais il faut changer les codes, les modèles d'évaluation. Et la NPIS, donc la Grégory Dino, a travaillé là-dessus. Voilà. Alors maintenant, il essaie de faire reconnaître, il est bien là, il y a un gros travail de fait. Alors, il y a plein de choses à faire. Il y a la position de l'ostéopathie en France, voire même peut-être en Europe, hein, mais en France, c'est plutôt catastrophique par rapport aux autres pays. Il y a la formation certainement qui a besoin d'être améliorée, parce qu'aujourd'hui, imagine que un ordre de formation veuille intégrer ce que je fais. Alors, ça peut l'intéresser, mais là, il ne peut pas. Il est obligé de suivre un référentiel qu'on lui a imposé. C'est pas possible. Voilà. Alors moi, j'ai formé plein d'enseignants, mais on ne peut pas transmettre ce que tu fais. Nous, on a un cadre, on a des fondamentaux, on a des trucs, on ne va pas déborder. Puis souvent, dans les écoles, il y a des profs, et il y a un prof qui a raconté sa petite histoire parce qu'il y a une expérience dans ce domaine, et puis l'autre, il y a pas, je ne dis pas toutes, hein, mais il y en a trop. Je pense que l'enseignement a besoin d'être un peu restructuré. Alors, c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai pensé avec un professeur de médecine de créer un DU d'approfondissement à la pratique de l'ostéopathie appliquée aux pathologies chroniques. J'ai 2 universités qui sont prêtes, mais je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas validé avec une étude. Voilà. Et oui, Alors, ça bien sûr. permettrait à l'ostéopathe qui a son titre de faire d'avoir une surqualification à travers un DU. Mhm. Voilà. Ça se fait sur un an, 5 week-ends de 3 jours, mais avec un embryo, avec un gastro, un truc qui tienne la route, qui te ferait un peu ce que je viens de t'expliquer là. Et la D'accord. partie pratique, il la ferait pas en université, il la ferait en stage chez un ostéopathe qui est en exercice ou dans un cadre particulier. En 3 jours, je leur donne tout ce que je sais, hein. Après, ils reviennent, hein, parce qu'ils ne peuvent pas en 3 jours tout capter, parce que ça change un peu leur façon de travailler. Il y en a beaucoup qui reviennent. Mais ceux qui accrochent, hein, mais tout le monde ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ceux à qui ça plaît, ben, ils sont contents. Et moi, Mhm. je suis content aussi, puisque j'aurais fait plaisir. Bien sûr. Et ben écoute, Normal. t'as un dernier mot pour les jeunes ostéos ou pour l'ostéopathie en général, pour Ben, finir vous avez, vous l'entretien? avez, vous avez le plus beau métier du monde, mais faites-le bien. Je suis d'accord. Ben écoute, merci beaucoup Jean-Pierre et on se verra bientôt, je pense. Je te remercie À vraiment bientôt, d'avoir Ferdinand. accepté. J'ai une formation à Marseille bientôt. Tu es dans le coin, toi, hein? Et oui, Eh ben, bien viens me sûr. voir à Marseille. Je regarde sur mon truc Eurobond. J'ai une formation à Marseille. Super. Bah écoute, avec Et, plaisir. et j'aurai des cas cliniques, parce que j'ai une patiente de Paris que je ne peux pas voir sur Paris qui sera à Marseille à ce moment-là. J'ai dit, bah, venez pour la formation, vous servez de cas clinique. Super. Ben merci Voilà. Jean-Pierre. Je t'en Allez, prie. à Allez, bientôt. merci de t'intéresser à ce que je fais, et puis à très bientôt, hein. Au revoir. Merci.